pour moi, si tu commences à faire quelque chose, c'est pour chercher à être le meilleur. Sinon, il n'y a pas intérêt à faire ça. Si tu décides de faire quelque chose, tu t'en vas pour chercher à être le meilleur. Est-ce qu'on pourrait penser que Lil est un intello? Certains le disent, d'autres le pensent, mais cela n'a jamais été prouvé. Quand je m'orientais à l'école, j'avais juste une seule question. Où vont les meilleurs? Quand vous partez à l'école, c'est pas pour être dernier, c'est pas pour être au milieu, c'est pour chercher à être premier. S'il y a personne qui veut te donner un emploi, crée ton emploi et puis tu fonctionnes. Alors, c'est quoi la méthode VK? Vincent, d'abord, il était quelqu'un qui m'a fait mettre le doigt sur ce que je voulais devenir en tant que marketeur. J'ai vu comment il expliquait les principes marketing. Je l'ai vu faire. J'étais ébahi. Donc j'ai dit ça, c'est ça que je veux devenir. On a des points de ressemblance. Je suis comme un plus jeune de lui. C'est ça. Et quelqu'un qui veut devenir comme lui. Il a dit que si c'est que lui, il a pris peut-être 5 ans pour avoir, moi, je dois prendre le même temps pour le faire, c'est qu'il a échoué dans la formation. Comment c'est l'argent? Comment est-ce qu'on gagne l'argent? Comment est-ce qu'on attire l'argent? C'est quoi le mindset pour avoir? C'est Vincent qui m'a appris ça. Tu ne te fais pas connaître, personne ne va acheter parce qu'on a des solutions palliatives. Tu veux pouvoir vendre, il faut que tu puisses te démarquer dans tout ce bruit ambiant. Les gens ne vont jamais venir acheter tes produits s'ils n'ont jamais entendu parler de toi. Tu peux avoir le meilleur produit, le meilleur concept, les meilleures solutions, être la meilleure personne. Mais si personne ne sait que tu existes, on ne va jamais venir vers toi. Ce n'est pas le meilleur produit qui se vend le plus, c'est le produit le plus visible. Ce qui attire ton attention, c'est là-bas que ton argent va. Et donc, si moi je suis une entreprise et que je veux que l'argent des gens vienne vers moi, il faut que l'attention soit sur moi. Parce que d'une manière ou d'une autre, ça va tourner, ça va venir chez moi. Dans quel pays tu as eu l'opportunité d'aller dispenser tes connaissances de marketeur? J'ai fait Ouaga, j'ai fait Cotonou, j'ai fait Lomé, j'ai fait Dakar. Mais Dakar, ça m'a traumatisé. Soit tu as des résultats, soit tu as des excuses, mais tu peux pas avoir les deux. Je suis marketeur aujourd'hui parce que Vincent m'a transmis ça. Où vont les meilleurs? Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Valeur Ajoutée, le podcast qui met en valeur des personnes, des personnalités, des activités, des actions qui visent à favoriser l'essor de l'Afrique en général et de la Côte d'Ivoire en particulier. Je précise aussi que ce podcast est sponsorisé par GGA Entreprises, une société multiservice qui évolue dans le transport, l'immobilier, la formation, l'audiovisuel. Je suis Niepa Joel Anani, le fondateur. Aujourd'hui, je reçois un expert en stratégie marketing. Je ne vais pas vous en dire plus parce que ce podcast, justement, vise à obtenir le maximum d'informations sur la personne, les activités, la vision, le mindset, de sorte à remplir 4 objectifs que ce podcast essaie de mettre en place qui sont éduquer, inspirer, transformer et impacter. Bonjour Lil Soboro. Bonjour Joël, comment tu vas? Je vais très bien, merci, et toi? Ça va super. Alors, je voudrais te dire spécialement merci pour la spontanéité avec laquelle tu as accepté de te prêter au jeu de mon podcast Valeur Ajoutée. Tu es quelqu'un que je suis depuis à peu près 1 an. D'accord, je suis ton parcours, tes activités. Pour moi, tu es l'une des références dans le marketing digital en Côte d'Ivoire et peut-être en Afrique. Je ne sais pas ce que les autres font là-bas. Donc, c'est tout à fait normal que je puisse te recevoir dans ce podcast. Alors, Lil Soboro, d'après les informations que j'ai pu recueillir, à l'état civil, c'est Lil Olsen Junior Soboro. C'est ça. Alors, pourquoi bon, déjà, c'est la première fois que j'entends ce prénom Lil, donc c'est une bonne chose. Mais Lil Olsen, ça sort d'où? C'est les choix du père. Hein. Le père, il a l'art de trouver des prénoms pas communs pour les gens de notre génération. Maintenant, on en trouve un peu plus encore maintenant. Je pense qu'il y a même une série qui est sortie sur Netflix il y a quelques jours où on parle d'un meurtrier qui s'appelle Lil. Donc, il y a pas mal de personnes qui m'écrivent à ce sujet-là. Mais c'est le père qui a choisi. Il voulait un prénom particulier pour ses enfants, pour de sorte à ce qu'il puisse se démarquer aussi d'une certaine manière dans la société. Donc c'est lui qui a choisi le prénom. Ok, mais c'est originaire d'où? C'est allemand, c'est anglais, c'est... Lil, on retrouve ça beaucoup chez les Américains. Il n'y a pas que Lil, c'est Lil Olsen. Oui, Lil, c'est chez les Américains. Olsen, c'est beaucoup plus européen, suédois, parce que par exemple, il y a des actrices il y a les sœurs Olsen, c'est un peu le nom de famille. Donc il y en a. Olsen, là même, c'est plus répandu que le Lil. Ok. Voilà. Mais est-ce que Junior, c'est pour dire que le père aussi s'appelait Lil Olsen? Du tout. Pas du tout. Il n'a respecté aucune règle par rapport à ça. D'accord. Et Soboro, le nom de famille. C'est le nom de famille. Qui est originaire d'où?
de Aurès-Krobou. C'est un village qui est dans la région d'Arbouville. D'accord. On est on va dire, ethnie minoritaire. On n'est pas nombreux. Et c'est quoi? L'ethnie, c'est Krobou. Ah, Krobou? Oui, Krobou. Waouh, ok. C'est Krobou. Généralement, on nous assimile aux Abais. Mais d'accord. On n'aime pas trop se mélanger. Et votre langue, c'est? Krobou. Krobou. On comprend quand les Abais parlent, parce qu'on a des mots qui sont pareils, mais sinon, on n'est pas Abais. Voilà, wow. On est Krobou. Ok. Alors, tu es consultant en stratégie marketing, formateur international, auteur de 13 livres de marketing et vente qui sont vendus à des milliers d'exemplaires, et tu es aussi qualifié comme le grand maître du marketing. Pourquoi le grand maître du marketing? Parce que j'ai beaucoup bavardé au sujet du marketing sur les réseaux sociaux. Parce que à la base, peut-être que si tu as fait tes devoirs, tu sais que je suis pas marketeur d'origine. On y reviendra. On y reviendra. Donc quand j'ai fait ma reconversion, j'ai décidé de me positionner comme le meilleur marketeur africain. C'est vraiment ça qui me guide dans toutes mes actions. Être le meilleur marketeur africain. Pas que la Côte d'Ivoire, mais vraiment l'Afrique. Mais ce sont des territoires qui progressivement vont être conquis. Donc, à force de parler, à force de se positionner, à force d'être en train d'aider les entrepreneurs à faire beaucoup plus d'argent dans leur business, finalement, il y aura une reconnaissance, il y aura un nom qui va être donné. Grand maître. Grand maître. Alors, il y a une chose qui caractérise ton parcours. Tu fais tes classes primaires à l'école catholique Notre-Dame de l'Annonciation, Collège moderne du Plateau en septembre 2003, lycée classique 2007. J'aurais entendu dire que le lycée classique, beaucoup de nos on va dire de nos dirigeants sont passés par cette école-là. En 2010, bac C avec la mention assez bien. Et puis tu rentres dans la prestigieuse école de l'INP HB Yamoussoukro. C'est ça. Est-ce qu'on pourrait penser que Lille est un intello? Certains le disent, d'autres le pensent, mais cela n'a jamais été prouvé. Alors, oui, j'ai été un excellent élève à l'école. Okay. J'ai été brillant. J'ai beaucoup de promotionnaires qui sont encore là sur la terre, donc ils pourront l'attester. J'ai été bon à l'école, et c'est un peu comme ça même que je me suis orienté à l'école. C'est pas tant par passion pour des métiers, c'était juste une question où vont les meilleurs. C'était ça qui m'orientait dans le parcours. Donc c'est comme ça que j'ai fait lycée classique, l'INPHB, les classes préparatoires, ainsi de suite. Donc j'ai été brillant à l'école. Wow. Et donc justement, voilà, ensuite tu rentres en prépa. MPSI, c'est ça. Puis MP, bon, je sais pas à quoi ça. C'est maths, physique et sciences industrielles. D'accord. Et tu sors, tu fais un cycle ingénieur pétrole à l'ESMG. C'est ça. Mais comment tu passes du pétrole au marketing? Alors, je vais remonter un peu le temps. Quand je m'orientais à l'école, j'avais juste une seule question. Où vont les meilleurs? Donc, par exemple, quand on arrive en troisième, on passe le BPC et puis on se demande où est-ce que tu veux aller à l'école. Ma seule question, c'est où vont les meilleurs qui ont le BPC. Donc on va te dire, il y a le lycée classique, il y a le lycée scientifique, et puis bon, pour les filles, il y a le lycée Sainte-Marie. Et les parents ne veulent pas que j'aille loin d'eux à Yamoussoukro. Le lycée Sainte-Marie, c'est pour les femmes. Donc je choisis le lycée classique. C'est comme ça que je vais au lycée classique. Arrivé au lycée classique, il y a plusieurs séries, donc il faut choisir une série. Donc, on a tendance à penser que les meilleurs ont fait la série C. Donc c'est comme ça que je fais la série C aussi. Arrivé en série C, je fais faire la première C parce que encore on dit que les meilleurs, c'est ce qu'il faut comme choix de filière. Et j'ai le bac et il faut s'orienter encore. Question, où vont les meilleurs? Les parents ne peuvent pas m'envoyer en Europe, donc je regarde dans le pays où est-ce que les élites vont dans une université qui est publique. On dit tout le monde va à l'INPHB, à Yamoussoukro. Donc c'est comme ça que je décide à l'INPHB. Et puis bon, j'ai les moyens qui permettent d'entrer, donc je vais. Arriver là-bas encore. Puisque c'est par concours. Voilà, c'est par concours. Donc arriver là-bas encore, il faut faire un choix de filière. Donc il y a plusieurs filières, plusieurs classes préparatoires, cycle court et tout ça. La seule question, où vont les meilleurs? Donc on dit que les prépas techno, MP, MPSI sont réputés difficiles parce que c'est mathématiques, c'est physique, c'est beaucoup de sciences assez compliquées. Donc je dis bon, ok. Moi, je pense que je suis bon. Donc, je vais là-bas encore. Donc, je fais les 2 ans de classe préparatoire. Il y a le concours d'entrée en cycle ingénieur, concours très sélectif. Et à notre année, il y a eu quelques problèmes où sur environ 200 candidats environ, on n'a eu que 11 admis sur les 200. Et parmi les 11 admis, j'ai été dedans, j'ai été 6e.
Et après, il fallait choisir un cycle ingénieur. Donc, il y en a plusieurs. Pétrole, BTP, télécom, ce genre de choses-là. Donc, j'ai demandé encore, où vont les meilleurs? On dit, bon, les meilleurs, ils deviennent pétroliers. Parce que, bon, le pétrole, il y a l'argent et tout ça. Donc, je dis, ok, c'est comme ça que j'ai choisi le cycle ingénieur pétrole. Donc, je rentre au cycle ingénieur pétrole, je fais 1 an, 2 ans, 3 ans. Maintenant, on doit sortir de l'école. On doit aller travailler maintenant. À ce moment-là, où vont les meilleurs, là, ça n'a plus sa place. Et donc, ça fait que je commence à... Et là, la question, c'est quoi, du coup, quand tu finis les études? Qu'est-ce que je vais faire? Il y a l'argent. Ah, d'accord. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? En vrai, qu'est-ce qui me passionne? Et ça a coïncidé avec ma découverte du développement personnel, connaissance de soi, choisir un métier qui te correspond, qui te plaît et tout ça. Donc, je me demande, mais au fond, qu'est-ce qui, moi, me plaît? Qu'est-ce qui m'attire naturellement? C'est vrai que je suis bon en maths, je suis bon en sciences et tout ça. Oui, c'est vrai. Mais qu'est-ce qui me plaît particulièrement? Et en faisant une analyse pendant une longue période, une analyse pour comprendre ce qui me plaisait, j'ai constaté que, en vrai, moi, ce qui me plaît, c'est la manipulation. La manipulation, j'ai vu ça dans les recherches. C'est ça, c'est la manipulation. Ça peut sembler péjoratif, mais l'idée, c'est d'arriver à mettre en place des stratégies pour pousser les humains à poser des actions, leur faisant croire que c'est eux-mêmes qui ont décidé. Parce que je suis attiré par tout ce qui est science du comportement, sociologie, psychologie. J'aime les films qui parlent de mentalisme, comme par exemple le mentalisme, même tout ce qui est esprit criminel, j'aime ça. J'adore. Profiling et tout, voilà, comment profiler quelqu'un par rapport à son comportement. Parce que j'aime ça. Et donc, je me suis demandé, mais si c'est ça ton penchant, c'est ça qui te plaît, quel est le métier qui s'appuie sur ça? Quel est le corps, le boulot qui te permet d'utiliser ça? Et en réfléchissant, j'ai vu que le marketing, c'est ça. Tu aurais pu rentrer à la criminelle, police criminelle, police judiciaire. Je connaissais pas comment est-ce que c'était possible. En Côte d'Ivoire, j'ai vu le marketing. Et en même temps aussi, j'avais découvert Vincent Cadio, qui est un mentor à moi. Et je le voyais en parler. Ça m'a fait comprendre que, mais le marketing, en vrai, c'est des stratégies que tu mets pour pousser les gens à acheter un produit. C'est des stratégies que tu mets pour pousser les gens à voter quelqu'un, un candidat à une élection. Donc ça, c'est un métier qui me plaît. C'est ça que je veux faire. Et c'est comme ça que j'ai décidé de me reconvertir. Et puis bon, j'avais une grande confiance. J'ai toujours pensé que si je choisis une voie, que je décide de réussir dedans, je vais réussir dedans. Donc c'est comme ça que bon, je dis que je vais rentrer dans le marketing. Et puis voilà, 7-8 ans après, on est là aujourd'hui en train de faire un podcast. Ouais. Mais moi, je voulais revenir un peu rapidement en arrière. Dans ton parcours, tu dis qu'à chaque prise de décision pour savoir où tu allais aller, tu te posais la question de savoir où vont les meilleurs. Pourquoi c'était important pour toi d'être parmi ou d'être là où les meilleurs vont? Je dirais que c'est peut-être l'éducation. J'ai des parents enseignants. Donc j'ai mon père qui est instituteur, j'ai ma mère qui était prof de français. Donc parents enseignants, ils vont toujours vouloir que leurs enfants soient excellents à l'école. C'est vraiment ça qui était le discours à la maison. Quand vous partez à l'école, c'est pas pour être dernier, c'est pas pour être au milieu, c'est pour chercher à être premier. C'est comme ça qu'on nous a éduqués. C'est comme ça même qu'on nous récompensait. On a dit ça comme ça. Il y avait que ça qui comptait. Donc, ça a été inculqué en nous naturellement. Donc, on te dit, cherche à être parmi les meilleurs, va où les meilleurs vont, cherche à être parmi le meilleur de ton groupe. C'est comme ça qu'on a évolué. Et quand tu te retrouvais parmi les meilleurs, est-ce qu'il t'est arrivé d'avoir beaucoup trop de pression parce que justement, quand tu es parmi les meilleurs, tu es obligé de travailler beaucoup plus? Oui, il y avait beaucoup de pression. Il y a beaucoup de pression. Ça demande beaucoup d'efforts parce que j'ai des promotionnaires qui sont des génies, mais tu n'as pas idée. Et donc, ça demandait beaucoup d'efforts. Mais j'ai toujours pensé que c'était ce qui était normal qu'il fallait faire. Il fallait se battre, il faut travailler dur, il faut chercher à mériter ta place, chercher à être meilleur que tes amis, faire plus que... C'était pour moi ça la manière normale de fonctionner. Donc, j'avais que ça comme code de fonctionnement. Donc, je ne pouvais pas me dire, bon, voilà, c'est trop dur, on demande trop de travail, j'ai pas trop envie de faire. Non, j'avais que ce modèle-là de fonctionnement. Donc, j'ai jamais vraiment remis en cause le besoin ou l'envie d'être parmi les meilleurs ou d'être meilleur et tout ça. Yeah. Mais au niveau de la cellule familiale, on va parler peut-être des enfants. Famille nombreuse, enfant unique. On est 4. D'accord, 4 garçons. 4, je suis le premier. Ah, l'aîné. Je suis l'aîné. Ok. Après, j'ai 2 petites sœurs et puis j'ai un dernier petit frère. D'accord. Et ce besoin d'être parmi les meilleurs, de viser toujours l'excellence, est-ce que c'était sur l'ensemble des frères ou il y avait que toi qui fonctionnais comme ça?
Ça a été inculqué à tous les frères et sœurs, mais tu sais, il y a un truc qui se passe un peu avec les parents, c'est que plus ils vieillissent, plus ils s'adoucissent. Effectivement. Donc, on va dire qu'au fur et à mesure que on avance dans la fratrie, ça se dilue un peu. Mais par exemple, la petite histoire, ma sœur a fait le lycée classique. Ok. Juste après moi. Et elle a été dans des classes avec les mêmes profs que moi. Wow. Et donc, quand elle arrive, après, on a un nom de famille qui n'est pas commun. Donc, vite fait, on voit, on dit, ah, mais il y a ton grand frère qui était là il y a quelques années et tout ça. J'espère que tu seras comme lui. Effectivement. Donc là, elle a une double pression sur elle. Aujourd'hui, elle est en France, elle travaille et tout, mais c'est vraiment comme ça qu'on a évolué. À certains moments, ça a donné plus de pression aux petits frères parce que peut-être on a mis la barre très haut, mais c'est la même logique. Ok. C'est la même logique. Et aujourd'hui, tu t'appliques toujours cette logique-là? Oui. C'est pour ça que tu veux être le meilleur marketeur d'Afrique. Tu as tout compris. Ouais. Tu as tout compris. Et pour moi, si tu commences à faire quelque chose, c'est pour chercher à être le meilleur dedans. Sinon, il n'y a pas intérêt à faire ça. Si tu décides de faire quelque chose, tu t'en vas pour chercher à être le meilleur. Là, par exemple, il y a environ 1 mois, j'ai décidé de commencer à communiquer sur TikTok. Pour moi, c'est devenir le meilleur marketeur sur TikTok. C'est ça qui est mon but. Est-ce que tu t'es donné un laps de temps précis dans cet objectif? Oui, bien évidemment. D'abord, j'ai découpé ça en mois. Je me suis donné un premier niveau à atteindre en 1 mois, 30 jours que j'ai atteint. Et là, maintenant, je chante un coup, il y avait un autre objectif. Mais donc, je me donne des deadlines avec des objectifs bien définis. Et puis, tout ce que ça a demandé comme effort, comme travail, comme nouvelles compétences à acquérir, le temps même à accorder. Mais mon objectif est d'être le meilleur marketeur sur TikTok. Je suis allé trouver des gens qui étaient là depuis des années. J'ai vu comment ils fonctionnent. Je dis, j'aurais dû commencer plus tôt, mais c'est pas grave. Je suis arrivé, je vais chercher à être le meilleur, je vais attirer toute l'attention, je vais donner les meilleurs contenus, je vais faire les meilleures vidéos, mais je dois être le meilleur. Sinon, être cité quand on va faire le classement, de dire, bon voilà, les meilleurs marketeurs, qu'on puisse dire mon nom aussi. C'est vrai qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, si on parle des marketeurs, forcément ton nom il sort. Forcément. C'était le but. Forcément ton nom il sort. Et est-ce qu'il y a une équipe qui t'accompagne dans cette vision ou est-ce que tu es tout seul, tu fais cavalier seul? J'ai des personnes avec qui je travaille. J'ai des personnes parce que, bien évidemment, il y a aucun business, aucune entreprise qui a vraiment du succès qui est basé sur une seule personne. C'est pas possible. Notre temps n'a que 24 heures dans une journée, on peut pas tout faire. Exactement. Donc, à un moment donné, il faut se faire aider, il faut se faire assister, il faut pouvoir déléguer des choses pour pouvoir être efficace sur ce qui peut-être est prioritaire ou sur les éléments où tu as beaucoup plus de compétences et laisse les autres choses où tu n'as pas trop de compétences, où tu sais que ta personnalité n'est pas efficace dessus, pour que mis tout ça ensemble, ça puisse produire des résultats beaucoup plus efficaces. Donc, j'ai des collaborateurs, j'ai des personnes qui m'aident dans l'organisation des formations, dans la gestion même des personnes que j'accompagne et tout ça. J'ai des personnes. Ok, super. Je vois que quand tu finis les études, tu rentres, tu commences par travailler en tant que salarié à la CIR, donc Société Ivoirienne de Raffinage. C'est ça. Est-ce que tu peux brièvement nous expliquer un peu comment cette expérience se passe? Alors, comment tu accèdes à cet emploi et la CIR, c'est dès qu'on finit l'école, c'est là que je fais mon stage de fin d'études. Automatiquement. Donc, l'école trouve des stages pour nous. Donc, selon les différents classements qu'on a à l'école, on affecte des entreprises et tout ça. Donc, c'est comme ça que je vais en stage à la CIR. Et puis, on nous donne un premier mémoire de travail, sujet de travail. Et puis, on travaille, on produit les résultats, on fait la soutenance, un beau travail. Le stage est reconduit et puis, ça continue. D'accord. Aussi simplement que ça. D'accord. Et pourquoi tu es parti? Pourquoi tu en es parti? Parce que... Pourquoi on t'a libéré? Non, c'est plus pourquoi je suis parti. Parce que c'était toujours dans la même période de qu'est-ce que je veux faire. Parce que pendant que je suis en train de mener ma réflexion de qu'est-ce que je veux faire de ma vie, je me rends compte que être pétrolier, c'est pas pour moi. Ah bon? C'est pas... Pourtant, il y a l'argent là-bas. Oui. Tu aurais pu faire du marketing dans le pétrole. J'aurais pu, mais fait comme ça allait être difficile parce que là, je rentre en tant qu'ingénieur pétrole. Donc, j'ai aucune connaissance de marketeur. Ah oui, à l'époque? À l'époque, j'ai aucune connaissance. Je n'ai jamais pris un seul cours de marketing à l'école. Jamais. Donc, je suis ingénieur pétrole. Je suis en griffe condamné à faire de la technique, à être dans... Tout le monde compte sur toi pour régler les problèmes. Et toi, tu veux faire le marketing du pétrole. C'est ça. Donc, mais je me rends compte que quand je me projette 10 ans et puis je regarde ce qu'on est en train de faire,
ça me parle pas. D'accord. C'est comme ça que tu rejoins EcoFund. Voilà. EcoFund même, il y a une petite partie avant d'arriver à EcoFund. Donc j'arrête à la cire, tu vois. Okay. Et je me dis que je vais me devenir un marketeur. Mais là, en tant que novice, il n'y a aucune entreprise qui va me faire confiance pour dire viens gérer notre marketing. On ne te connaît pas. Tu n'as pas les études pour. Et dans le développement personnel, on dit s'il y a personne qui veut te donner un emploi, crée ton emploi et puis tu fonctionnes. Donc c'est comme ça qu'avec celle qui est mon épouse aujourd'hui, Marianne, on décide de lancer un premier business. Oh, il a gâché ma transition. Ok, non, vas-y. On décide de lancer un premier business qui s'appelle Petit Four. Petit Four, exactement. Donc un business de restauration parce que on a notre grand rêve de bâtir une entreprise et tout ça. Elle se charge de la production, elle va faire les différents mets. Et moi, ça fait mon terrain de jeu pour tester tout ce que j'ai comme connaissance de marketing. D'accord. Tu comprends? Donc on commence à faire, on se bat, on essaie des choses, on teste des trucs, je teste, mais tout ce que j'apprends dans le marketing, je teste. Au début, c'est sur son business. Sur le business, là, on est dedans. Elle gère la production, je gère les ventes. On est deux dans le truc. Donc, ça me permet d'aiguiser mes connaissances, ça me permet d'améliorer, ça me permet de savoir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Parce que il n'y avait pas de livre de marketing ivoirien. C'est que les Européens ce qui marche là-bas peut ne pas marcher ici. Donc, il faut prendre, il faut tester et puis retenir ce qui marche, adapter ce qui ne marche pas jusqu'à trouver ce qui fonctionne. Donc, en tâtonnant, en essayant des choses, j'ai réussi à mettre le doigt sur ce qui marche pour nos business ivoiriens ici. Le business continue à fonctionner. Mais, on ne savait pas qu'il n'y a pas que la vente dans un business, qu'il faut travailler à la structuration, il faut travailler à ce que le business puisse continuer, même si nous, on n'est plus là. Et ça, on n'avait pas fait. Donc, vu que c'est elle qui se chargeait de la production, on a évolué comme ça jusqu'à ce qu'elle tombe enceinte de notre première fille. D'accord. Elle ne peut plus produire. Elle ne peut plus produire. Elle n'a plus de business. Donc, il n'y a pas eu le temps de former quelqu'un qui allait continuer à produire. Donc, on n'a pas travaillé à la pérennité du business. Donc, ça nous oblige à arrêter le business. Donc, on arrête. Mais on arrête. J'ai une future responsabilité qui arrive. J'ai un enfant qui arrive et tout ça. C'est vrai que tu veux faire du marketing, mais bon, là, il y a des situations et des responsabilités financières à avoir. Donc, qu'est-ce que je fais? Je dis, bon, j'ai encore mon diplôme de pétrolier. C'est ça. Tu es parti chercher le diplôme. Je retrouve le diplôme et je trouve une offre d'emploi par rapport à EcoFund, un cabinet qui était fondé par un de nos grands aînés pétroliers qui travaillait sur les lubrifiants, moteurs et tout ça. Donc, c'est comme ça que je postule et puis je commence à travailler là-bas. Mais pendant que je suis là-bas, je continue de nourrir mon besoin, mon envie de devenir le marketeur africain, le meilleur marketeur africain. Donc, j'essaie de faire des choses parallèlement. Je continue de faire mes publications et tout ça. Jusqu'à ce qu'à un moment, des difficultés de l'entreprise font qu'on est obligé de se séparer. Et c'est là que quand j'arrête à EcoFund, que je décide finalement de dire, bon, allez, même si ça ne marche pas, je vais tout donner jusqu'à ce que ça marche. C'est comme ça que je ferme complètement la porte du pétrole pour rester dans le marketing. Wow. Ça n'a pas dû être facile comme décision. Ce qui est intéressant, c'est que madame aussi est ingénieure. C'est ça. Alors, ingénieure agroalimentaire. Alors, quelle est cette tendance de personnes qui sont, on va dire, des intellectuels, qui peuvent prétendre à plus, à se tourner vers l'entrepreneuriat? C'est toi qui la convainc? Ou elle aussi, elle arrive à un stade où elle se dit, comment naît ce projet commun? Je ne la convainc pas. Je ne la convainc pas. Je pense qu'on s'est trouvé, tu vois. Déjà, on a fait la même école, donc on a un peu l'esprit qui est modélé de la même manière. Maintenant, notre personnalité fait que on a tendance à aller vers un genre de vie, tu vois. Elle, quand elle était encore étudiante, elle commençait ses petits commerces. Elle vendait des sacs, elle venait à Djamé, elle achetait des trucs, elle partait revendre à ses copines à l'école et tout ça. Donc, elle avait déjà ce truc-là en elle. Je dirais même que c'est elle-même qui était déjà plus entreprenante que moi, parce que moi, je me contentais d'aller à l'école et puis avoir des bons résultats à l'école, c'est tout ce que je faisais. C'est après l'école que j'ai commencé à côtoyer l'environnement du business. Donc, elle était déjà dedans. Et quand moi, je commence à dire que je veux aller dans ce sens-là, ça résonne aussi à son envie de pouvoir fonder un truc. Et puis, bon, on s'est mis en couple, donc on rêve grand ensemble. Et c'est comme ça qu'on fait le voyage. Mais là, aujourd'hui, c'est moi qui suis en train de vivre ma vie entrepreneuriale. Elle principalement, elle est salariée. Et puis, elle a un autre business à côté qu'elle gère.
Ah d'accord, donc elle a quitté l'entreprise, elle est salariée. C'est ça. Donc elle fait valoir un peu ses diplômes. Pourquoi ça a été important est-ce que ça a été fait exprès que elle soit salariée et que toi tu sois entrepreneur quand on sait l'instabilité qu'il y a dans l'entrepreneuriat? Ça n'a pas été planifié, mais aujourd'hui je dirais que c'est une configuration excellente. Pourquoi? Parce que, comme tu viens de dire, instabilité de l'entrepreneuriat, on est une famille avec des enfants, il y a un niveau de sécurité minimum qu'il faut avoir, sécurité financière qu'il faut avoir. Parce que quand tu es jeune, tu peux être l'inconscient qui prend des risques. Mais à partir du moment où il y a la vie de certaines personnes à ta charge, ta responsabilité, tu dois faire attention, tu vas mesurer tes risques. Donc avoir un couple qui est une partie salariée, une partie qui est entrepreneur, la partie salariée peut assurer la sécurité du minimum de vie. Et puis maintenant, l'entrepreneur, lui, il est là pour aller chercher le surplus pour réaliser les grands rêves de la famille. Donc ça s'est fait seul, mais aujourd'hui c'est excellent. Après, je ne lui dirais pas qu'il faut qu'elle reste salariée, non, parce qu'il faut qu'elle arrive à rentrer dans son plein potentiel. Donc s'il arrive que son besoin est de vraiment bâtir une entreprise et tout, on mettra tout en place pour que ça se fasse. Et vous serez arrivé à un niveau où il y a suffisamment de cash flow pour pouvoir justement être la sécurité à tous les deux dans les risques. Elle peut prendre des risques encore pendant que je la suis. C'est comme ça qu'on fait le tandem. D'accord. Alors, c'est quoi la méthode VK qui te permet de rentrer à Jumia Food en tant que Head of Marketing, donc le responsable du marketing? Excellent. J'avais oublié même cette partie. Alors, donc, je décide, après EcoFund, de me lancer complètement en tant que marketeur. Parce que j'avais, avec Petit Fou, mis le doigt sur ce que les business ivoiriens de notre tropique là doivent faire pour avoir des résultats. J'ai trouvé. Je sais ce qu'il faut faire. Donc, je veux commencer à partager ça aux gens. Je commence à partager, je donne des conseils, ça et là, à des amis entrepreneurs. Je fais des publications, je partage des conseils. Et je vois que ceux qui appliquent les conseils là ont du résultat. Donc, je veux pouvoir devenir consultant pour les entreprises et tout ça. Mais pour pouvoir devenir consultant, il faut de la crédibilité. Il faut un background. Il faut que tu aies tes preuves, tu vois. Et j'avais pas les preuves. Donc, je me suis dit, si je deviens un marketeur d'une grande entreprise, tel que Jumia, ça va me donner de la crédibilité. Comme ça, après, je peux me vendre un peu plus cher ou mieux me vendre, tu vois. Et le jour où j'ai décidé ça, le jour où j'ai eu cette réflexion-là, quand j'ai décidé, j'étais dans un groupe WhatsApp et je vois une offre d'emploi de Jumia Food qui cherche un Head of Marketing ils mettent les caractéristiques de l'emploi. Et je regarde ce qu'ils ont dit là. Je dis ça là, je peux faire ça. Mais j'ai pas les preuves. J'ai pas le diplôme. C'est ça. Tu l'as pas déjà fait quelque part? Si, j'ai fait ça à Petit Four. À Petit Four, d'accord. Tu vois. Donc c'est là que la méthode VK intervient. Il y a un principe dans la méthode VK qui dit VK qui veut dire Vincent Cadio. Tu vois. Donc c'est la méthode qui a été établie par Vincent Cadio pour ces techniques de recherche d'emploi. Et il te dit que les compétences sont transférables. Ça, c'est quelque chose qu'il faut jamais oublier. C'est ça. Par la formation. Tu as appris quelque chose quelque part. Ces compétences que tu as acquises là, tu peux les faire valoir ailleurs. Je dis n'importe quoi. Tu as peut-être été dans des associations religieuses, comme par exemple le scout ou les ces genres de choses-là. Tu vois. Là-bas, tu as occupé des responsabilités tu étais le trésorier. Donc, tu sais gérer l'argent, tu sais faire tant. Ces compétences acquises-là, tu peux les faire valoir dans une entreprise en disant que j'ai la capacité de gérer la trésorerie d'une entreprise. Tu vois. Donc, c'est sur ça que je me base pour aller convaincre Jumia Food. Donc, je fais le CV en disant que j'ai travaillé à Petit Four en tant que le responsable marketing. Voici ce qu'on a fait. On a réussi à faire tel chiffre ici. J'ai mis en place telle stratégie. On est passé de tel chiffre à tel chiffre. C'est ça que je présente. Et puis, je dis que j'ai un diplôme d'ingénieur pétrole. Donc, c'est un bac plus 5. Et en tant qu'ingénieur pétrole, voici ce que je sais faire. Je sais analyser les chiffres. Les chiffres, c'est notre champ. Tu vois. Donc, je mets tout ça en forme et puis je postule. Quand je postule, je me rappelle que j'étais assis à l'église Notre-Dame de l'Incarnation à la Palmeraie. Parce que bon, il n'y a pas de bureau. Donc, je squatte les endroits plus ou moins gratuits pour pouvoir travailler et tout ça. Donc, j'étais assis à Notre-Dame de l'Incarnation. C'est là que j'envoie le CV. Quand je finis, je ferme l'ordinateur et puis j'essaie de faire des posts. Je ne regarde plus mes mails. Je rentre à la maison vers 22h. Je regarde dans les mails. Je vois qu'ils m'ont répondu. Pour me dire, est-ce que j'étais disponible pour un entretien l'après-midi? Même jour, là. Le même jour. Moi, c'est à 22h que je vois.
Ah oui, donc tu as raté. Donc j'ai raté. Mais je réponds quand même au mail. Bonsoir madame, désolé, c'est maintenant que je vois votre mail et tout ça. Donc est-ce que c'est possible qu'on reprogramme l'entretien et tout ça? 5 minutes après, je reçois une réponse par mail. À 22h. À 22h. Est-ce que je peux venir pour l'entretien demain? Je ne peux pas dire non. Donc le lendemain, 10h, je vais à Jumia Food. Je rencontre celle qui était la directrice, maladie directeur de Jumia Food. Je ne lui ai pas dit son nom. Mais je la rencontre, une blanche et tout ça. Et on discute. Elle me pose des questions, elle me demande si on doit lancer des campagnes pub, qu'est-ce qu'il faut, comme si on doit faire une affiche, quel est le message qu'il faut mettre. Il y a longtemps que j'ai travaillé dessus. Donc, je réponds, je lui donne les trucs, je donne des idées. Mais l'entretien est extrêmement pratique, marketing. À aucun moment, elle me demande est-ce que j'ai des diplômes en marketing. Je ne sais pas si c'est peut-être parce qu'elle était blanche. Donc, ça a fait qu'elle n'est pas trop sur les diplômes, je ne sais pas. Mais c'était bon pour moi. Parce que si on venait sur une question de est-ce que j'ai un diplôme marketing, ce n'était pas à mon avantage. C'est ça. Qu'est-ce donc, que tu sais faire? De démontrer, d'expliquer ce que je peux faire. Je l'ai convaincu. Elle m'a dit que je vais faire un autre entretien avec ce qu'est la directrice du groupe marketing. On reprogramme l'entretien, je fais l'entretien et je valide. C'est comme ça que je deviens Head of Marketing à Jumia Food. Ok. Et si je veux résumer la méthode VK selon ma compréhension de ce que tu as expliqué, c'est que certes, tu postules à un emploi dont tu n'as pas forcément les preuves que tu as déjà occupé ce poste ailleurs, mais tu essaies de prendre dans ton background, dans ton historique, tout ce que tu as pu faire qui peut être utile à cet endroit-là. C'est ça que tu fais valoir. Comme une jeune fille qui sort de l'école, qui vient postuler à un poste, par exemple, de commercial, et qui va expliquer, par exemple, qu'elle aidait sa maman à commercialiser des sacs dans son magasin qui se trouve à Yopougon, on s'en fout. Exactement. Mais au moins, elle démontre qu'elle a eu la capacité d'être au contact avec les clients, d'argumenter sur un produit, de faire un encaissement. Donc, elle peut transférer ça dans n'importe quelle entreprise qui vend des terrains, même si c'est pas le même produit. Voilà. Et ça, c'est la méthode VK. Ça, c'est la méthode VK. Après, il y a la manière de présenter le CV et tout ça, mais c'est ça vraiment l'essence de la méthode VK. D'accord. Quel a été l'impact justement de Vincent Cadio? Vincent, c'est le grand frère que j'ai pas eu. Tu vois, je t'ai dit tout à l'heure que je suis l'aîné, donc j'ai pas de grand frère. J'ai personne en haut de moi. J'ai personne qui m'a dit ah petit ici là fais attention comme ça dans la vie. Bah, ça c'est important. Hein. J'ai pas eu ça. Donc on va dire je me suis fait. C'est ça. Avec nos parents, on n'a pas la proximité qui fait que ils sont constamment là pour nous apprendre des choses de la vie. On dit, on vous a éduqué, débrouillez-vous. C'est ça. Donc quand j'ai rencontré Vincent d'abord, il était quelqu'un qui m'a fait mettre le doigt sur ce que je voulais devenir en tant que marketeur. J'ai vu comment il expliquait les principes marketing. Je l'ai vu faire. J'étais ébahi. Donc j'ai dit ça, c'est ça que je veux devenir. Tu vois. Donc de loin, je commence à apprendre de lui. J'achète ses livres. Ah, tu le connais pas encore? Il me connaît pas encore. Moi, pardon, oui. Je veux dire que tu l'as pas. Il n'y a pas la proximité. J'achète ses livres. Je bois littéralement tout ce qu'il fait comme publication. Tout. Aujourd'hui, même quand on se voit, je lui dis qu'il y a des choses qu'il a produites que lui-même, il ne sait même pas qu'il a produit. Tu vois. Donc, c'est comme ça que j'apprends de lui. Et puis, quand je commence à vouloir faire tout ce qui est formation et tout ça, je lance une formation, j'ai pas vraiment d'inscrits et je comprends pas. Alors que quand lui il fait, tout le monde court. Donc un jour, à une prière d'église, je le croise, je le vois. Donc quand on finit la prière, je vais vers lui, ah bonjour, tout ça, je suis Lil Soboro. Il dit oui, je te vois sur les réseaux, je vois ce que tu fais un peu. Il dit ah que je veux apprendre, il y a des questions que je veux te poser. Je te vois quand tu lances tes formations, qu'est-ce qui fait que toi tu as du monde qui court et puis moi c'est dur, alors que c'est plus ou moins les mêmes choses qu'on dit qu'on va enseigner. Est-ce que c'est parce que c'est ton nom qui fait ou bien il y a des méthodes? Il dit non, que ça n'a rien à voir avec son nom, c'est des méthodes et tout ça. Mais que si je veux demain de venir chez lui et puis on va discuter. Ah oui, direct comme ça. Simplement, sans formalisme, j'étais agréablement surpris. Pour moi, c'est Vincent. Tout le monde le cherche. Les gens paieraient même pour le rencontrer. Tout le monde le cherche. Et lui. et puis il me dit de venir chez lui. Pour moi, c'était l'opportunité qui allait tout changer. Et je vais chez lui. Il était à quelques jours de s'expatrier au Cameroun. Ah, d'accord. Tu vois. Et donc, je lui explique, je lui dis, ah, voici ce que je fais et tout ça. Et il commence à me dire, non, en fait, il corrige ma manière de travailler.
Mais dans ma tête, je conçois encore que c'est parce que c'est lui que ça marche. C'est pas les méthodes là. C'est pas les méthodes. Donc voici, tu vois, il y a ce qu'il me dit qu'il va faire. Il s'en va au Cameroun. Il n'est jamais allé au Cameroun. Personne ne le connaît au Cameroun. Il va partir, il va créer une nouvelle page Facebook. Il va lancer une formation et puis il veut voir comment il a fait pour atteindre les résultats. Comme ça, je vais comprendre que c'est pas son nom qui fait la chose. Puisque là-bas, personne ne connaît son nom. Personne ne connaît son nom. Et c'est ça qu'il fait. Il va au Cameroun, il crée une nouvelle page, il met pas son nom, il lance la formation sans dire que même c'est lui qui vient faire la formation, tout un plan. Et chaque jour, il me faisait le point de comment ça a avancé. Voici ce qu'il a fait, voici les résultats, voici comment il va faire ses prochaines actions. Pendant 3-4 semaines comme ça. Et puis j'ai vu les résultats, j'ai vu la formation, j'ai vu les gens inscrits. C'est là que j'ai compris, tu vois. Mais ce petit exemple-là, ça te montre la personnalité de Vincent. Du mentor qu'il a été, de comment il m'a appris, en fait il m'a appris le marketing. Il m'a appris le marketing en faisant. Il m'a montré, il m'a expliqué, on a fait ensemble. Donc, ce que je suis en tant que marketeur, je lui dois ça énormément. Parce que lui, il a eu le diplôme de marketeur. C'est un SK de l'INPHB et tout. Donc lui, il est sorti marketeur avec le diplôme. Et il a travaillé en tant que marketeur. Mais j'ai profité de son expérience, j'ai profité de sa connaissance. Je suis marketeur aujourd'hui parce que Vincent m'a transmis ça. Il m'a transmis ça en me disant quoi faire. Il m'a transmis ça en faisant des choses avec lui. Ça, c'est la partie du marketing. Mais l'autre chose où je dis c'est vraiment un grand frère, c'est que c'est Vincent qui m'a appris l'argent. La science de l'argent. Ce que c'est que l'argent. Wow. Comment c'est l'argent? Comment est-ce qu'on gagne l'argent? Comment est-ce qu'on attire l'argent? C'est quoi le mindset pour avoir? C'est Vincent qui m'a appris ça. Ça, c'est intéressant. Hein? Si tu peux faire une formation, bientôt je vais venir. C'est lui qui m'a appris ça. Parce que comme dit, j'ai eu des parents qui sont des fonctionnaires. Donc, avec un revenu. C'est ça, l'argent est déjà programmé, quoi. C'est pas avec mes parents que je vais entendre des trucs de millions. Pour moi, millions, c'est pas pour nous, ça. C'est pour des gens. C'est ça. Mais c'est lui qui comme on dit, qui a démystifié l'argent pour moi. En tout cas, jusqu'à un certain niveau. Qui a démystifié, qui m'a appris. Donc, c'est vraiment le grand frère qui m'a appris, qui m'a dit, Lille, viens, je vais te montrer. Mais à quel moment il décide vraiment de commencer à me prendre? C'est quand je sors mon premier livre. Chaque fois, je lui disais, je veux que tu sois mon mentor et tout, tu vois. Comme tout le monde fait, je veux que tu sois mon mentor, mais il botte en touche un peu. Quand j'ai fait sortir mon premier livre, le marketing, c'est simple. Le marketing, c'est simple, tome 1. Le lendemain, il m'envoie un message, il était au Cameroun. Salut Lille, comment tu vas? Il dit, ça va vieux. Il dit, c'est quoi tes objectifs de vente par rapport au livre? Je n'avais jamais pensé à ça. Tu te dis, le livre sort? Pour moi, le livre sort. Et puis, je viens d'une longue période de galère. Donc, tout argent qui vient, c'est bon à prendre. Il dit, quel est ton objectif? Il dit, non, j'ai pas prévu. Il dit, voici ce qu'on va faire. Tu vas te fixer comme objectif de faire 1 million de chiffres d'affaires par mois avec ça. Et tu ne fais rien d'autre que ça. Tant que tu ne fais pas facilement 1 million de chiffres d'affaires avec le livre. Tous les matins, je dois lui envoyer un message où je vais écrire, je promets de ne pas me laisser distraire tant que je ne fais pas facilement 1 million de chiffres d'affaires par mois avec le livre. Tous les matins. Le livre qui est vendu combien? À 10 000 francs. À 10 000. À 10 000 francs. Donc, il faut vendre combien d'exemplaires? 100 exemplaires. 100 exemplaires par mois. Et il est là tous les jours. Il va m'écrire. Tu as vendu combien aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Quand je commence à fatiguer, quand mon moral commence à descendre, tu vois, je commence peut-être aussi à me sentir trop à l'aise parce que l'argent est arrivé un peu à un niveau. Il va me mettre la pression, il va crier sur moi. On n'est pas à 1 million encore. Non, mais... t'as 100 000 rentes, c'est bon. Tu viens de la galère. Donc 100 000, tu es déjà tu es confortable. Pourquoi 1 million? 100 000, c'est déjà bon. Tu vois, mais c'est ça le mindset là qui m'enseignait. Et c'était extraordinaire parce qu'il n'a rien à gagner, en fait. Justement, c'était ma prochaine question. Toi, tu sais pourquoi tu voulais Vincent Cadio. Mais est-ce qu'avec le recul ou avec les années, ou est-ce qu'il t'a déjà dit un jour pourquoi il a été attaché à ta personne et au point de t'aider? Parce que, tu n'es peut-être pas le seul qui venait vers lui. Pourquoi toi? Alors, je pense, on n'en a jamais vraiment parlé. Soit dit en passant, si peut-être après le podcast, je vais l'appeler ou je vais pour lui demander. Mais j'ai fait ma petite analyse, tu vois. On dit que
quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Oui. Tu vois. Et je pense que c'est quand j'ai manifesté au monde ou à l'univers ou devant lui-même que je suis prêt. Parce que c'est comme il dit, au moment où j'ai sorti le livre, il a vu l'engagement du petit à devenir ce qu'il veut devenir. Il a vu l'effort. Il a vu le petit qui disait qu'il allait faire des choses, mais il n'a pas encore vu l'action. Et dès que j'ai sorti le livre, il est apparu. Mais on ne peut pas vraiment dire qu'il est apparu, puisque avant ça, il t'avait déjà en quelque sorte, enfin tu l'avais choisi et il avait accepté que tu le choisisses en disant viens chez moi. Voilà. Je pense pas qu'il dise à tous les jeunes viens chez moi. On est dans le processus. Mais pour moi, comme il dit, c'est le moment où je sors et puis qu'il arrive là, pour moi c'est là que ça commence le mentorat. En fait c'est à ce moment-là il s'est dit bon ok, il est prêt. Il est prêt. Tu vois. Avant, on s'amusait, il pouvait même plus m'appeler. Après, un jour, je vais l'appeler, il va dire, je vais devenir footballeur professionnel. Ils s'en foutaient. Mais à ce moment-là, c'est comme si il avait chargé mon objectif. C'était devenu son objectif aussi. Tu vois. Maintenant, après, quand je regarde tous ceux qui sont devenus des grandes personnes, qui ont eu du succès, à un moment donné, il y a un besoin de transmission à une jeune génération. Parce que lui aussi, on lui a donné des choses. Il est devenu ce qu'il est parce que des gens ont accepté d'investir leur temps, leur énergie en lui. Et par réciprocité, il doit donner ça aussi à des gens. Ça. Mais il ne peut pas donner à n'importe qui. Donc, il va donner à des personnes qui sont éligibles. Donc, il manifeste l'engagement à devenir. Et je pense que ça aussi, c'était le truc. Deuxième chose qui peut-être a favorisé ça, c'est que quelque part, on a des traits communs. Ah bon? Par rapport à la personnalité. Okay. Tu as demandé si j'étais un intello à l'école. Vincent, c'est un intello pro max. Comme lui-même, il s'est défini, il dit c'est un ancien premier de classe. C'est comme ça qu'il est. Ancien premier. Classe. Il a passé son temps en premier de classe. Wow. C'est comme ça qu'il est. Donc, il y a des traits communs. Et puis aussi, au niveau de la personnalité, on a, comme on dit, on n'aime pas les gens. Il y en a assez introvertis comme personne. Okay. Tu vois. Donc, on a des points de ressemblance. Et donc, il voit que je suis comme un plus jeune de lui. C'est ça. Et quelqu'un qui veut devenir comme lui. Mais il va venir m'aider à contourner des obstacles que lui, il a rencontrés quand il était plus jeune. Des choses qu'il a appris des années plus tard. Il va venir me faire gagner du temps. Il y a une phrase, puis j'ai terminé sur ça, et qu'il a dit que si c'est que lui, il a pris peut-être 5 ans pour avoir, moi, je dois prendre le même temps pour le faire, c'est qu'il a échoué dans la formation. Oui, effectivement. Tu vois. Donc, c'est vraiment comme ça qu'on a commencé. Et puis après, me former, ça a permis que je sois compétent pour que lui l'utilise aussi dans ses activités. Donc, bon, finalement, il a eu retour sur investissement. C'est ça. Ça devient donnant-donnant. C'est ça. Alors, aujourd'hui, tu animes des conférences. C'est ça. Tu coaches des centaines de personnes et tu dispenses même des cours d'e-commerce en Master 2 Marketing à l'Université des Lagunes à Abidjan en 2018. J'ai dispensé. Oui. Voilà, tu as dispensé dans le passé. Oui. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette expérience? Comment tu arrives à, sans être même diplômé de marketing, c'est assez cocasse, sans même être diplômé en marketing, tu arrives à enseigner en Master 2. Alors, comment c'est arrivé? C'est vraiment, comme je dis, la force des réseaux sociaux. J'ai passé mon temps à démontrer mes compétences. Vraiment à démontrer que je suis bon. J'ai publié pendant des mois des stratégies pour les business. J'ai donné des conseils. J'ai accompagné des gens. Donc, j'ai présenté les résultats de ces personnes-là. Et ma communauté a commencé à se bâtir. Des gens ont commencé à me faire confiance, tu vois. Et puis un jour, il y a une école, l'école de l'Université des Lagunes, qui dit qu'ils ont besoin de quelqu'un pour un cours d'e-commerce. Et ils commencent à réfléchir, qui est-ce qui peut donner le cours. Et puis quelqu'un va suggérer, mais il y a un jeune homme que je suis sur les réseaux sociaux qui est constamment en train de parler de marketing, qui donne des conseils, qui aide les entrepreneurs, qui est sur l'e-commerce et tout ça. Et je le vois donner des formations, il a même écrit des livres et tout. Donc je pense qu'il est outillé pour pouvoir donner la forme. C'est comme ça qu'on me contacte. Et puis, je prépare les cours et puis je donne les cours. Simplement. Mais qu'avec les réseaux, juste parce que j'ai démontré au monde que j'étais compétent. Donc, j'aurais pu savoir ce que je sais et puis ne pas en parler, j'allais jamais avoir les opportunités. Mais juste parce que tu mets de la visibilité sur tes compétences, les opportunités viennent à toi.
Alors, c'est important, c'est intéressant que tu parles de visibilité parce qu'on allait en venir. Pourquoi tu trouves qu'aujourd'hui, c'est important d'être, pour une entreprise ou bien même pour un individu, parce qu'on a des personnalités publiques qui ne sont pas une entreprise, mais qui ont une certaine image, une certaine communication à faire. Pourquoi tu penses qu'il est important aujourd'hui, en 2024, d'être visible? Parce que c'est le seul moyen pour pouvoir avoir l'argent. Mais pourtant, on dit que pour bien vivre, il faut vivre caché. Pour bien vivre, je suppose que pour faire son argent tranquillement. Il y a des gens qui diraient non, moi, je ne veux pas être trop visible, je veux faire mon petit. C'est quand tu as déjà l'argent que tu veux vivre caché. Alors, ça, c'est une pensée qu'on nous a inculquée depuis on est petit. On nous a dit, c'est les tonneaux vides qui font du bruit. Effectivement. Si tu es fort, tu n'as pas besoin de parler. Ton travail va faire ta publicité. Si le produit est bon, il va se vendre seul. C'est des choses qu'on a répétées. Et finalement, on a mis ça dans notre tête. Alors que, actuellement, en 2024, même depuis ces dernières années, le nombre d'entreprises, de produits, de solutions a explosé. Tu ne te fais pas connaître, personne ne va acheter. Parce qu'on a des solutions palliatives. Tu veux pouvoir vendre, il faut que tu puisses te démarquer dans tout ce bruit ambiant. Les gens ne vont jamais venir acheter tes produits s'ils n'ont jamais entendu parler de toi. Tu peux avoir le meilleur produit, le meilleur concept, les meilleures solutions, être la meilleure personne. Mais si personne ne sait que tu existes, on ne va jamais venir vers toi. Donc tu es obligé de travailler sur ta visibilité. Tu n'as pas de choix. Tout le principe du marketing, là, c'est pour conduire à de la visibilité. Tout. C'est pour conduire à la visibilité auprès des personnes qui sont susceptibles d'acheter ton produit. Donc, si tu ne deviens pas visible, peu importe ce que tu fais, tu ne vas jamais acheter. Je suis peut-être pas le meilleur marketeur, je ne sais pas. Il y en a peut-être qui sont sûrement dans des entreprises qui ont fait des choses extraordinaires, mais on ne les connaît pas. On ne les connaît pas. Mais moi, on me connaît. Et on ne les appellera jamais pour aller dispenser des cours parce qu'ils ne sont pas visibles. J'espère qu'ils sont visibles auprès des personnes dont ils veulent avoir l'argent, j'imagine, peut-être des entreprises et tout ça. En tout cas, ceux chez qui tu veux avoir l'argent, tu dois être visible pour eux. Moi, je vais être visible auprès des entrepreneurs et tout. Donc, je vais utiliser tout ce qui est solution pour être visible. Là, c'est un cadre qui va me permettre d'avoir de la visibilité. Effectivement. Tu vois. Être présent, faire des publications, c'est fatigant pour nous tous. Faire des posts tout le temps, faire des vidéos, être en train de parler, c'est fatigant. Mais parce que c'est important d'être visible, d'être omniprésent, d'être dans la tête des gens, d'être la solution à laquelle ils pensent dès qu'ils ont besoin, ils ont ton besoin, c'est le travail qu'elle a. Donc, si une entreprise dit qu'elle veut vendre ses produits, même si elle a les meilleurs produits, mais qu'elle n'est pas visible, elle est vouée à l'échec. Il y a un adage anglophone qui dit « If you don't show, you don't sell ». Tu es d'accord avec ça? Je suis d'accord avec ça. Et dernièrement, il y a une campagne que Orange a lancée qui est formidable. Orange est là. Voilà. J'étais en train de conduire et puis j'ai vu ça. J'ai dit, mais zut. Orange est là. J'ai garé, j'ai appelé mon consultant en stratégie marketing. J'ai fait la photo, j'ai dit, regarde, Orange, qui est dans tous les foyers et tous les bureaux de Côte d'Ivoire et d'Afrique, qui a des boutiques partout, nous informe qu'ils sont là. Ils n'ont pas bougé, ils sont là. C'est facile. Et c'est juste un tableau noir, il n'y a pas autre chose. C'est comme si Orange disait, coucou. On est là. Nous sommes là. Pour rester visible, pour rester, comme on dit, top of mind. Parce que, on dit, il y a celui qui est à la première place dans ton esprit, c'est celui qui a la première place dans ta poche. Tu vois? Ouais. Donc, si j'arrive à avoir la première place dans ton esprit, c'est chez moi ton argent va venir. Ce qui attire ton attention, c'est là-bas que ton argent va. Si par exemple, ce sont tes enfants qui ont toute ton attention, tu verras que ton argent va vers tes enfants. Tu cherches à payer les bonnes études, à leur offrir de la bonne nourriture, un beau cadre de vie, à leur permettre de faire des bonnes activités extrascolaires. Parce qu'ils sont la priorité dans ton attention. Dès que l'argent rentre, c'est à eux tu penses. Si par exemple, ce sont les billets qui ont ton attention, tu verras que ton argent va aller dans... Dès que l'argent rentre, tu regardes s'il n'y a pas un bistrot autour. Pour acheter deux billets. Tu comprends? Donc, ton argent va là où ton attention va. Et donc, si moi, je suis une entreprise et que je veux que l'argent des gens vienne vers moi, il faut que l'attention soit sur moi. Parce que d'une manière ou d'une autre, ça va tourner, ça va venir chez moi. Je vais prendre par exemple nos influenceurs.
Pourquoi ils se battent à faire des lives tous les jours? Pourquoi? Parce qu'ils veulent attirer l'attention des gens sur eux. Parce qu'ils savent que s'ils ont l'attention des gens sur eux, l'argent des gens, ça va tourner, ça va arriver chez eux. C'est parce que peut-être il sera visible que Orange va venir travailler avec lui pour faire une campagne marketing. Mais l'argent qu'Orange va lui donner, là, ils ont pris ça où? Ils ont pris ça chez moi. Chez moi qui suis ses lives tous les jours. Donc parce que mon attention va vers lui, mon argent tourne et ça arrive chez lui. Donc si tu veux que l'argent des gens arrive dans ton business, les gens viennent te donner, il faut te lever tous les matins et venir attirer l'attention des gens sur toi. Réseaux sociaux, sur le terrain, dans des événements, dans des foires, réseautés. Mais il faut que l'attention des gens soit sur toi. Il faut que tu sois la star de ton domaine. Finalement, ça devient un peu narcissique, c'est-à-dire que tu dois être partout, en tout temps. Tu dois bombarder les gens. Je crois que c'est une règle de marketing, tu pourras me corriger si c'est faux. On dit que pour que quelqu'un achète ton produit, il faut qu'il l'ait vu 7 fois. C'est totalement vrai. Et là, maintenant, avec tout ce qui est réseaux sociaux, tout ce qui est plateforme digitale, on dit qu'il doit te voir 7 fois, mais il doit te voir dans plusieurs endroits différents. Pas uniquement, par exemple, il t'a vu 7 fois sur Facebook et puis c'est bon, non. Il faut qu'il te voit sur Facebook. Il faut qu'il va sur LinkedIn, il te voit. Sur TikTok, il va sur TikTok, il te voit. Il descend dans la rue, il te voit. Il va à un événement, il te voit. Tu es pas dans sa vie. Comme tu es comme la CIE, tu es dans le courant de sa vie. Quand il va avoir un besoin que ton produit résout, c'est à toi il va penser. C'est ça le travail du marketing. Ouais. Et c'est pour ça qu'on dit aussi, ça peut être faux, ça peut être vrai, que le budget le plus important d'une entreprise, c'est le marketing. Avant même recherche et développement et toutes ces choses-là. Mais selon toi, pourquoi les entreprises qui ne communiquent pas, bien sûr, ne communiquent pas suffisamment? Pourquoi les entreprises ne font pas ça? Est-ce que c'est parce qu'elles ne le savent pas, ce qui m'étonnerait, ou est-ce que c'est pour d'autres raisons que... Il y en a qui ne savent pas. Ah bon? Il y en a beaucoup qui ne savent pas, qui pensent, qui continuent de croire que parce que si j'ai un bon produit, c'est suffisant pour vendre. Il y en a beaucoup. Tu prends un entrepreneur, il va prendre ses millions, il va aller en Chine, il va acheter ses produits, il va venir ici, il va prendre encore de l'argent, il va faire une boutique, il va décorer la boutique, il va tout mettre, il va mettre ses produits. Et puis maintenant, tu lui dis, mais qu'est-ce que tu investis dans ton marketing? Non, il n'y a plus l'argent. C'est fini. Parce que pour lui, tout ce qu'il a fait là, c'est suffisant pour pouvoir vendre. Alors qu'il pourrait prendre le budget, le pas de porte, mettre les articles chez lui et puis vendre. Parce que l'objectif, c'est de vendre. Il y en a beaucoup qui croient ça. C'est pas d'importer. Les produits, c'est ce qui fait vendre. Si tu travailles à avoir un produit de qualité, tu vas vendre. Les produits de qualité, oui, ça aide à vendre. Mais ce qui va te faire vendre, c'est la visibilité. Parce que c'est pas le meilleur produit qui se vend le plus. C'est le produit le plus visible. C'est le produit le plus visible. Ton produit peut ne pas être bon, mais si c'est celui que tout le monde connaît, ben c'est lui qu'on va acheter. Donc, il y en a qui ne savent pas. Et il y en a qui n'ont pas la compréhension de qu'est-ce qui influence les leviers de croissance d'une entreprise. Ils savent pas. Ils connaissent pas les leviers. Qu'est-ce qui fait qu'une entreprise gagne de l'argent ou gagne des clients? Ils savent pas. Et donne-nous par exemple 2 leviers qui permettent à une entreprise. Il y en a 3, les leviers qui permettent d'augmenter le chiffre d'affaires d'une entreprise. Le premier, c'est celui que tout le monde connaît, le nombre de clients. D'accord. Si j'augmente le nombre de clients, j'augmente mon chiffre d'affaires. J'avais 10 clients, je passe à 20, j'augmente mon chiffre d'affaires. Tout naturellement. C'est ça. C'est ce que tout le monde fait. Quand tu demandes à quelqu'un, qu'est-ce qu'il te faut pour avoir plus de chiffre d'affaires, il va dire, j'ai besoin de plus de clients. C'est ça. C'est ce que tout le monde fait. Mais augmenter son nombre de clients là n'est pas forcément facile. Ouais. C'est pas facile de passer de 10 à 20 comme ça. C'est possible, mais c'est pas toujours facile. Alors qu'il y a 2 autres leviers sur lesquels il faut travailler aussi. Le deuxième levier, c'est la fréquence d'achat. Donc, par exemple, tu as 10 clients, ils achetaient une seule fois dans le mois chez toi. Maintenant, tu travailles à les faire acheter 2 fois. Il faut pallier au fait d'aller chercher 10 autres clients. Donc, rien qu'en gardant ton même nombre de clients, mais juste en les faisant acheter 2 fois, tu augmentes ton chiffre d'affaires. Effectivement. Troisième levier, c'est le volume d'achat. Là, les gens venaient manger à ton restaurant les midis, ils payaient le plat à 1000 francs. Mais maintenant, tu leur proposes un jus naturel à 200 francs en plus. Donc avant, ils dépensaient 1000 francs, maintenant ils vont commencer à dépenser 1200. Augmenter le panier moyen. Tu augmentes le panier moyen. Donc tu vois qu'en fait, tu as tes 3 leviers. Donc si tu travailles un peu à augmenter ton nombre de clients, un peu à augmenter la fréquence d'achat, un peu à augmenter le volume d'achat, le panier moyen, tu exploses ton chiffre d'affaires. Mais tout le monde est concentré sur nouveaux clients. Donc ils se battent
ils ont de nouveaux clients, mais ils ne travaillent pas sur les autres leviers. Donc, tu vas voir qu'ils sont dans des éternels recommencements. Ils sont constamment en train de chercher de nouveaux clients. Mais une fois qu'ils ont fini de le prendre, ils le laissent partir. Alors que l'argent du client n'est pas fini. Tu prends les grandes entreprises qui font... L'argent du client n'est pas fini. Tu prends les grandes entreprises qui font des milliards. Comme on parle depuis d'Orange. Quand tu prends Orange est prêt à ne pas, à perdre de l'argent pour t'acquérir comme client. On va t'offrir la puce gratuitement. Et on te dit même que on t'offre 1000 francs d'unité. Mais ils sont pas pressés. Ils savent que quand ils vont finir de t'offrir les 1000 francs là, tu vas commencer à recharger, ils vont te relancer, tu vas payer Internet, tu vas payer des unités, ils vont te vendre la TV d'Orange, ils vont te vendre des choses pendant des mois. Parce qu'ils savent qu'ils doivent prendre de l'argent avec toi sur plusieurs leviers. Ils vont te fidéliser, ils vont travailler à augmenter ton panier moyen. Tu avais consommé des unités, je t'ai arrivé à 7000 et on te dit que si tu arrives à 10 000, tu vas avoir appel de tes numéros préférés gratuitement. Ça te stimule et tu t'en vas dépenser un peu plus. Ils travaillent sur chacun des leviers. Et c'est ça qui fait la croissance des entreprises. Mais bon, c'est pour ça qu'on existe, pour pouvoir leur dire tout ça. Mais en tant que marketeur, est-ce que c'est facile pour toi de travailler avec des entreprises? Et si c'est pas le cas, quels sont les freins? Il y a forcément des freins qui font que vous avez des difficultés à travailler. C'est pas toujours facile. Il y a des entrepreneurs, des entreprises pour qui c'est facile. Et puis il y en a d'autres qui c'est pas facile. Là où ça coince, souvent c'est vraiment une question de mindset. Ok. C'est pas la technique. La technique là, c'est facile à donner. On t'explique comment est-ce qu'on fait, tu sais faire. Mais souvent là, les gens ils ont un mindset qui est bloqué. Qui est bloqué. Je te prends un cas simple. Tu dis à quelqu'un que il doit être visible partout. Il faut que tu sois présent sur tous les réseaux sociaux. Mais lui, il va venir te dire, ah bon, moi je suis sur TikTok, ça va. Mais tu vends pas, mais pourquoi tu n'es pas sur les autres réseaux? Ah mais bon, en fait les autres réseaux là, moi je suis à l'aise sur TikTok. Tu vois que finalement, tu n'es pas en train de lutter avec la technique. C'est pas qu'il ne sait pas, il sait. Mais il veut pas faire. Il a comme une personnalité qui est bloquée. Donc, comme il dit, ils sont pas l'entrepreneur qu'il faut pour le business dont il rêve. Est-ce qu'il n'y a pas une question de budget aussi qui peut intervenir? Parce que quand tu es sur TikTok, on suppose que ça mobilise des finances bien précises. Quand tu passes sur Facebook, moi je sais parce que je suis un peu partout. Pour être sur Facebook, TikTok, LinkedIn, Instagram, Snapchat, je ne sais pas s'il y en a qui, selon l'activité, YouTube, c'est beaucoup d'argent en même temps. Oui, c'est beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Comme on dit, ça c'est beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et un peu beaucoup d'argent. Mais tu es dans une dynamique qui est progressive. Être présent déjà sur tous les réseaux là. Avant de commencer à faire de la publicité là, c'est juste prendre ton téléphone, écrire un texte, mettre une photo et publier. Ça te demande pas plus de fonds que ça. Tu vois, rien que ça. Maintenant, en faisant ça régulièrement, tu vas commencer à vendre. C'est là que maintenant, il va falloir avoir les bonnes compétences de gestion de l'argent du business. Tu vas comprendre que l'argent du business, c'est pas ton argent et savoir comment affecter chaque franc qui rentre. Et quand l'argent du business rentre, tu sais qu'il y a une partie que tu dois réinvestir dans ton marketing. Donc, même si tu as vendu que 10 000 et que dans les 10 000, il y a 2 000 francs que tu peux investir dans ton marketing, tu vas te demander, mais qu'est-ce que je peux faire avec les 2 000? C'est comme ça que le budget marketing augmente. Tu peux commencer avec rien. Mais une fois que tu commences à vendre, dès que tu as une première vente, tu as une petite partie qui est censée être un budget marketing. Donc, c'est comme le budget, c'est progressif. Donc, on ne peut pas dire, parce que je n'ai pas de budget, je ne communique pas. Il y a plein de solutions qui sont gratuites. Plein de solutions qui sont gratuites. Plein. Là, par exemple, hier, je défilais sur Facebook et puis j'ai vu un gars qui disait que quand il s'ennuie, il prend ses cartes de visite, il s'en va dans les boutiques de vêtements et puis il met ses cartes de visite dans les pantalons qui sont vendus dans la boutique. Et quand les gens vont venir acheter, ils vont prendre le pantalon. Mais quand ils vont voir ses cartes de visite, ça lui a coûté quoi? Wow. 5 000, 10 000 francs pour faire des cartes de visite. Créatif, hein? Ça demande pas plus d'argent que ça. Wow. Tu vois? Donc, dire que je n'ai pas de budget, je ne communique pas parce que je n'ai pas de budget, c'est des excuses. Donc, tu peux pas avoir les deux. Soit tu as des résultats, soit tu as des excuses, mais tu peux pas avoir les deux. Donc, c'est pas une question de budget. Oui, si tu commences à dire je veux passer à la télé, ah oui, il te faut du budget. Mais ça, si tu n'as pas, ça veut dire que ce n'est pas encore le moment de communiquer à la télé. Mais ce qui est gratuit, est-ce que tu fais ça? C'est ça. Est-ce que tu fais ça?
Est-ce que tu envoies chaque jour des WhatsApp à tes clients? C'est gratuit, tu pourrais faire ça. Tu fais pas. Est-ce que tu as déjà WhatsApp, effectivement? Tu fais pas. Tu peux envoyer des mails, tu ne fais pas. Tu peux faire des statuts WhatsApp chaque jour. Les gens qui ont ton contact, ils vont voir, mais tu fais pas. Tu peux faire des posts, des stories, tu fais pas. Tu peux te lever, faire des lives sur Facebook, sur TikTok, tu fais pas. Tu vas dire non, je n'ai pas de lumière, je n'ai pas de caméra, c'est que des excuses. C'est pour ça que je dis que souvent, c'est pas tant la technique qui est le problème, c'est le mindset. Mais quand tu as le bon mindset là, tu commences à grandir dans ton business progressivement. Et justement, quel est l'apport, quel est l'apport que Lil Soboro, en tant qu'expert en stratégie marketing, peut apporter à une entreprise, par exemple, qui aurait des difficultés pour communiquer? Alors, quand on vient dans une entreprise, déjà, on va faire un état des lieux pour savoir qu'est-ce qu'ils font, déjà. Qu'est-ce qu'ils ont comme ambition? Qu'est-ce qu'ils font? Et donc, qu'est-ce qui est le gap qu'il y a au milieu, là? Ensuite, on pourra leur dire, voici ce qu'il y a à faire. Maintenant, est-ce qu'ils sont prêts à le faire ou pas? C'est là que le mindset va intervenir. Si le mindset est un programme, est un problème dans l'équation, on va commencer à leur parler, à leur dire, à les convaincre qu'ils pensent mal. Et donc, voici comment est-ce qu'ils doivent partir. Une fois qu'on a pu travailler sur le mindset ou qu'on a réussi à les faire céder pour dire, attends, je vais essayer un peu. Et puis, commence à avoir des résultats, tu verras que leur mindset va commencer à changer progressivement. Donc, en fonction de l'entrepreneur et de l'entreprise, on a une approche qui va s'adapter. Quand on était plus jeune, dès quand on venait là, c'est la technique. Faites comme ça, faites comme ça, faites comme ça. Et on comprend pas pourquoi les gens veulent pas faire. Parce qu'ils disent que ils veulent faire tel chiffre, mais on leur dit quoi faire, mais ils font pas. Tu comprends pas. Mais avec le temps, tu comprends mieux la psychologie des gens. Et donc, tu sais comment les prendre. C'est aussi pour ça que, par exemple, quand je fais mes contenus sur les réseaux, où je partage des conseils, il y a des conseils qui vont viser la technique, mais il y a des conseils qui vont viser aussi le mindset. Parce que ça va ensemble. Ça va ensemble pour pouvoir réussir une entreprise. Il y a des entreprises là qui n'ont pas particulièrement la meilleure technique marketing de communication, mais juste parce que le dirigeant a un mindset très ouvert, l'entreprise évolue. Donc aujourd'hui, une entreprise qui voudrait par exemple avoir Lil Soboro comme consultant en stratégie marketing, c'est ça? Comment ça se passe? Quelle est la démarche à faire? Simplement, c'est de me contacter. Il y a tous les canaux. Comme je dis, j'applique ce que je dis. Donc, je suis présent sur tous les réseaux avec le même nom, Lil Soboro. C'est de me contacter, soit en messagerie, soit par appel sur mon numéro. J'ai un seul numéro, je ne sais pas si je peux le donner. Oui, bien sûr. 07 49 04 37 04. C'est tu m'appelles, bon voilà, monsieur Soboro, j'ai écouté votre podcast et tout ça. J'aimerais qu'on travaille sur mon entreprise et tout. Dès que c'est OK, dès que j'ai entendu, on va caler un premier entrevue. C'est ça. D'entretien pour que je comprenne. À distance ou au physique? Ça va dépendre. Ça va dépendre. Comme je suis pas à Abidjan. C'est ça. C'est pas évident. C'est pas, souvent, on n'a pas besoin de se voir pour ça. D'accord. Donc, soit je peux le faire au téléphone ou demander à un de mes collaborateurs de faire l'entretien pour mieux percevoir les besoins. D'accord. Et puis maintenant, sur cette base de besoins-là, nous, on fait une proposition de programme d'accompagnement. Donc, on dit, bon, vous avez tel besoin, vous voulez telle chose. Voici le contenu de programme qu'on vous propose. Et puis, on accompagne ça d'une offre financière. Dès que c'est validé, on commence à travailler. Alors, on va reprendre le numéro avec le plus 225. Donc, plus 225 07 49 04 37 04. Super. Alors, moi, il y a une question technique que je voudrais te poser. Dis-moi. Est-ce qu'il y a un réseau social particulier à mettre en avant? Donc, on est d'accord qu'il faut être partout. Mais est-ce qu'il y a un réseau social en particulier qu'il faut, on va dire, prioriser par rapport à son activité? Je ne sais pas si ma question est claire. Alors, quelqu'un qui vend des vêtements et quelqu'un qui est dans du conseil, est-ce qu'il y a un réseau social à mettre plus en avant que les autres, sachant qu'on doit être partout? Je suis de l'école qui dit que il n'y a pas un réseau à mettre en avant, il y a juste les messages à adapter au réseau. Tu vois, je peux vendre des vêtements et être sur LinkedIn. Tu penses que les professionnels qui sont sur LinkedIn, et je pense que tu as très bien compris ma question, vu comment tu abordes la réponse, sont intéressés par des vêtements, par l'achat de vêtements? Oui, parce qu'ils achètent des vêtements. Mais la seule différence, c'est que quand ils sont sur LinkedIn, ils ont un état d'esprit particulier. Donc, c'est cet état d'esprit-là qu'il faut prendre en compte dans ta manière de communiquer, dans ta manière de mettre en avant ton produit.
Tu peux pas juste venir sur LinkedIn et écrire coucou mes loulous, venez acheter mes vêtements. Ça passe pas. C'est qu'on pourrait faire sur Insta. Voilà. Ça passe très bien sur Facebook, ça passerait pas sur LinkedIn. Mais les mêmes gens qui sont sur Facebook, qui accepteraient que tu parles comme ça, vont te détester si tu parles comme ça sur LinkedIn. La même personne. La même personne. C'est-à-dire, il prend son Facebook, il prend son LinkedIn. Il est fâché quand il regarde à gauche, il est parles. content quand il regarde à droite. Ouais. Pourquoi? Je te donne un exemple. Toi, tu rentres dans un restaurant, mais dans un maquis, un petit maquis à Yopougon. Tu auras une attitude, un état d'esprit. Tu es plus détendu. C'est Yop. Voilà, tu es à l'aise. On te fait rentrer à la banque, dans une banque. Tu vas changer de comportement. Tu deviens corporate. Tu rentres dans une église. Quand on va te poser une question, tu vas chuchoter pour parler. Parce qu'en fonction du cadre, tu as une attitude. En fonction du cadre, tu vas juger d'une certaine manière le comportement des gens vis-à-vis de toi. C'est pareil pour les réseaux. La même personne, quand elle rentre sur Facebook, elle est détendue, c'est les bérets, c'est les buzz, c'est les trucs, je parle, on touche dans les débats. Quand il rentre sur Instagram, c'est la vie de riche, il doit être propre, on doit bien le voir. Quand il rentre sur LinkedIn, il doit montrer qu'il est professionnellement, il est compétent. Quand il rentre sur TikTok, c'est la distraction, il est plus détendu, c'est moins protocolaire. Donc, en fonction de son état d'esprit dans une application, tu dois communiquer, tu dois prendre ça en compte dans ta communication. Donc, tu ne communiques pas sur toutes les applications de la même manière. Mais tu dois être présent sur toutes les applications. Donc, je te dirais pas de privilégier quelque chose. Parce que si je te dis de privilégier, à un moment donné, tu as laissé d'autres choses. Pas faire ça. C'est vrai. Parce que moi, quelqu'un m'avait dit, tu vends des terrains, tes clients sont sur LinkedIn. Non. Ils sont sur LinkedIn. Ils sont sur TikTok là-bas aussi. Ouais. Ils sont là-bas. Sauf qu'il y a une manière plus... C'est tout. Tu es plus détendu. C'est pendant que tu es sur le terrain, tu as fait une vidéo rapidement, que quand est-ce que tu vas investir dans ton terrain, dans les 322 462 km², tu ne vas pas avoir 1 km² dedans ou un 500 m². C'est vite fait, c'est passé. Sur LinkedIn, ça va être beaucoup plus formel. C'est juste le message que tu adaptes. Donc, généralement, on va te dire que quand tu fais une publication là, tu dois juste l'adapter. Donc, tu déclines en fonction du réseau. C'est tout ça qu'on essaie de mettre en place quand on accompagne les gens. Je suis d'accord avec toi et c'est assez intéressant que tu dises ça. Quel est l'apport du community manager pour un business? Parce que aujourd'hui, moi je connais par la grâce de Dieu certaines célébrités. Je suis surpris de voir qu'elles gèrent elles-mêmes leur page. Et il y a beaucoup de personnes comme ça qui gèrent eux-mêmes leur page. Quel est l'apport d'un community manager dans la communication d'un individu ou d'une institution? Alors, le community manager, il y a quelque chose que je vais vouloir recadrer, surtout pour les entrepreneurs, pas forcément les personnalités publiques et tout. Les entrepreneurs ont cru à tort que les community managers, s'ils gèrent leur communication, ils vont leur amener des ventes. Donc, ils sont tombés dans ce qu'on appelle un esprit de placement d'argent. Je suis assis chez moi, j'ai un community manager qui gère ma page. Lui, il va faire les posts et puis moi, chaque fois, je vais recevoir les commandes. Donc, tu comprends comme si tu avais placé ton argent quelque part et puis quelqu'un est en train de travailler pour toi. C'est mauvais. Et du coup, pendant un certain temps, quand il n'y a pas d'argent qui rentre, ça crée de la frustration. Voilà. Et puis lui, il va te dire, mais moi, je travaille. Il faut que tu me payes. Et finalement, ça devient des conflits. Parce que les gens n'ont pas compris à quoi sert un community manager. Le community manager, comme son nom l'indique, il est là pour gérer la communauté. Donc, il est là pour susciter les interactions, pour créer la dynamique de conversation, pour te faire aimer. Mais c'est pas un vendeur. Il n'est pas là pour vendre tes produits. Tu vois. Normalement, dans une entreprise qui est bien constituée, un community manager est dans une équipe marketing où il y a une stratégie de vente qui est définie. Où on va lui dire, OK, aujourd'hui, cette semaine, voici ce qu'on va mettre en avant comme produit. Tu vas faire des offres sur temps. Et lui, maintenant, quand on lui a dit ça là, il sait comment la communauté se comporte. Donc, il sait comment passer le message à la communauté. Mais il sait pas lui qui réfléchit à la vente à la base. Tu vois. Et le community manager, à la base, quand on écrit en messagerie, lui, tout ce qu'il peut faire, c'est accueillir, prendre les coordonnées, mais convaincre le client à acheter, c'est pas son boulot. Donc, si l'entrepreneur pense que si un community manager vient gérer ma com, je vais avoir des ventes, tu es en train de créer tes prochaines frustrations. Tu vois. Maintenant, pourquoi certaines personnes vont préférer gérer eux-mêmes leur communication? Parce que quand c'est toi-même qui gères ta communication, tu as un style qui est lié à ta personnalité. Et souvent, le community manager ne sait pas rentrer dans ta tête pour transmettre ce style. Il ne sait pas. Il y a quelques années, j'ai pris un community manager pour m'aider sur une de mes pages. Pourquoi j'ai pris un community manager? J'avais commencé à constater que
toujours en tirant les leçons de petits fous. Si je suis malade, il n'y a plus de communication sur mes pages. Parce que tu es malade. Parce que je suis malade. Et ça, c'est pas bon. Mais si je suis malade, c'est vrai, mais je veux gagner l'argent encore. C'est ça. Donc, il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse continuer la communication. Donc, j'ai pris un community manager et je lui dis, OK, tu t'occupes d'une de mes pages qui s'appelle Lille Soboro, gère. Mais pendant que tu es en train de gérer, quand je suis en forme là, moi aussi, je viens faire des publications. Donc, tu vas tourner à 5 publications par jour. Moi aussi, je viens faire 5. Donc, on a 10 publications qui tournent. C'est bon, tu vois. Mais quand il a commencé à faire sa communication, il est venu avec ses méthodes de community manager. Mais quand je lis ses messages et je lis ma manière de communiquer, il y a un décalage. Tu vois. Mais je ne vais pas lui en vouloir. Je ne vais pas dire qu'il est incompétent. C'est juste mon langage qu'il n'a pas encore compris. Donc, qu'est-ce que je lui ai dit de faire? Je lui ai dit, ça fait des années que je communique sur ma page. Prends ton temps. Voilà. Pour aller regarder ce que j'ai déjà fait. C'est ça. Va lire, va regarder comment je parle avec les clients. Comment est-ce que j'amène mes sujets? Comment je les développe? Comment tant? S'il te faut même republier déjà pour commencer à t'habituer. Et puis maintenant, quand tu auras assimilé le langage, tu pourras maintenant apporter ta touche pour rendre le truc encore plus parfait. Mais il ne faut pas venir changer parce que tu vas avoir l'impression que quand tu viens, les gens vont sentir le décalage. Effectivement. Ils vont sentir parce qu'ils se sont habitués à une manière de parler, à une manière d'écrire et tout ça. C'est pour ça aussi que, par exemple, utiliser les IA sans raffiner le contenu, on sent la différence quand c'est toi qui as écrit ou quand c'est une IA. Après, il y a des méthodes pour pouvoir tromper encore, mais c'est ça le truc. Avec un community manager, il est là pour communiquer. Il y a de la formation à faire, il y a un truc que tu dois donner. C'est pareil que quand tu embauches un commercial, par exemple. Un commercial, il est bon vendeur, mais il ne sait pas forcément vendre ton produit. Donc quand il vient avec ses compétences de vendeur, mais tu dois l'éduquer sur tes produits. Voici comment est-ce qu'on vend mes produits. Voici les arguments qu'on met en avant. Voici comment on gère telle objection par rapport à mon produit. Et lui, maintenant, avec ses compétences de vendeur, il habille tout ça pour convaincre les gens. Mais bon, chez nous, ici, là, dès que tu as recruté un commercial, on dit, oh, c'est le génie. Tu jettes le produit dans sa main et puis il doit aller vendre. Effectivement. Et à la fin, ça devient des palabres. C'est ça, parce qu'il ne fait pas de vente. Tout à l'heure, tu disais que ton community manager faisait 5 publications et tu en faisais 5. Donc, ça faisait 10. Alors, il y a 2 écoles au niveau des publications. Il y en a qui diront, publie pas tout le temps, parce qu'après, tu auras tendance à saouler les gens. Et puis, il y en a qui disent, faut publier. J'ai le docteur Claudel Nobissi qui disait qu'il faisait 500 publications tous les 28 jours. Il voulait passer à 1000. Donc, lui, je le suis, il publie plusieurs publications. Quelle est ton école à toi? Je suis dans l'école de la publication à outrance. Ah bon? Oui. Est-ce que l'algorithme de Facebook, à un moment donné, ne va pas comprendre que c'est peut-être une machine qui publie? Non, c'est pas une machine qui publie. Non, j'explique. Les réseaux sociaux ont un objectif. L'objectif qu'ils ont, c'est de garder les gens sur leur plateforme. Tu vois. Ils veulent que quand toi, tu arrives sur Facebook, tu ne quittes pas Facebook. Tu restes toute la journée là-bas. Ils veulent ça. Quand tu vas sur TikTok, on veut que tu passes ton temps à scroller toute la journée. C'est vraiment ça leur objectif. Mais ils ne créent pas de contenu. Tu comprends? Ils comptent sur les utilisateurs pour créer le contenu qui va faire que tous les utilisateurs vont rester. Ils ne peuvent pas dire qu'on n'aime pas quand tu publies beaucoup. Parce que si tout le monde commence à dire, faut pas saouler les gens. Faut pas faire trop de publications. Et que tout le monde commence à faire une publication par jour. Il y a moins de contenu. Et finalement, quand les gens viennent, en 1 heure, 2 heures, ils ont fini de voir tout. Il n'y a plus rien à voir. Ils passent sur un autre réseau social. Pas sur un autre réseau. Donc, ils sont pour la quantité de contenu. Mais aussi, ils vont trier qu'est-ce qu'ils vont mettre en avant. Tu vois. C'est eux qui choisissent ce qui rend visible. Ça, c'est un premier point. Deuxième chose, les contenus, là, leur durée de vie sur l'application est réduite. Sur Facebook, là, on tourne à 1 heure, 2 heures. Après, ton contenu n'est plus vraiment visible. Ça a baissé. Sauf si les gens continuent d'interagir pour que ça remonte. Tu comprends? Donc, si par exemple, tu as fait ton post à 8 heures, au bout à 10 heures, on le voit presque plus. Il y a d'autres publications qui sont venues, c'est en bas. Donc, toi, tu te dis, j'ai fait mon post. Attends, si je fais encore, les gens vont dire que je les agace. Comme si, quand tu vois trop de publications de quelqu'un, tu es fâché contre la personne. Non. Quand tu n'as pas envie de lire une publication, qu'est-ce que tu fais? Tu scrolles toujours.
Tu n'es pas en train de dire, mais lui là, il publie trop, hein. Non. Tu passes ton chemin. Mais en faisant les publications presque toutes les 2 heures, ça te permet de rester visible dans le fil d'actualité des gens. Parce que la bataille, c'est le fil d'actualité. Sur Facebook, par exemple, on a 150 publications maximum dans le fil d'actualité. Donc tout le monde est en train de chercher à apparaître dans le fil d'actualité. C'est ce qu'on fait. Donc en étant fréquent, avoir une quantité de posts de 4-5 par jour, ça te permet d'être présent toute la journée et tous les jours. Et puis, je lui ai dit ça comme ça, mais c'est ce qui m'a permis de devenir ce que je suis aujourd'hui. On fait les publications outrance. Maintenant, après, tu vas voir ceux qui vont être les défenseurs de il ne faut pas faire trop de publications. Ça va être des community managers. Ça les fatigue. Le gars, il est freelance. Il a peut-être 10 clients. C'est ça. Toi, tu lui dis qu'il doit faire 5 publications par jour. S'il a 10 clients, ça lui fait 50 publications par jour. Il ne peut pas faire. Il peut pas. Donc, il va te convaincre que non, il ne faut pas faire trop. Tu vas agacer les gens. Quand tu fais un post, il faut laisser que les gens digèrent avant de faire une autre publication. Tu vois? Il me dit, mais s'ils n'ont pas vu, ils digèrent quoi? Effectivement. Il n'y a rien à digérer. Est-ce que quand tu fais une publication, 3 dans la semaine ou une tous les 2 jours, là, tu as un résultat particulier? On ne te voit pas, on ne sait même pas que tu existes. Il ne faut pas prendre des communications de grandes entreprises qui ne considèrent pas les réseaux sociaux comme le canal principal d'acquisition des clients, leur manière de communiquer, et puis venir appliquer ça à des entreprises qui dépendent uniquement des réseaux sociaux. C'est ça. Quand tu prends une entreprise comme Orange, je crois qu'ils font beaucoup de publications par jour. Ils ont d'autres canaux, ils ont des commerciaux qui sont sur le terrain, ils ont des panneaux dans la ville, ils passent à la télé, ils passent à la radio. Ils sponsorisent des événements. Ils peuvent se permettre de dire, je fais 3 posts par semaine. Ça ne dérange pas. Mais toi, là, à part sur Facebook, on te voit personne, on te voit nulle part. Et puis, tu veux te permettre de faire que 2 publications par jour ou par semaine. Tu ne veux pas vendre, tu veux pas vendre. C'est comme si tu faisais un post, tu ouvrais ta boutique lundi, à 8h, à 10h, tu fermes, tu dois t'asseoir pour revenir mercredi. Et puis, tu dis, mais pourquoi j'ai pas les clients mardi? Tu n'es pas là, on ne sait pas que tu es là. Mais ce que tu dis, c'est intéressant parce que aujourd'hui, quand tu prends un community manager, il va te parler de lignes éditoriales. Moi, avant, je payais des fortunes pour des community managers. Aujourd'hui, je le fais tout seul. Parce qu'ils vont te dire, on va te faire une ligne éditoriale. Donc ça, c'est super. Donc tu dis, OK, c'est bien structuré et tout. Et puis, il va te dire, bon, on va faire 3 posts par semaine. Lundi, on va faire un post. Mercredi, on va faire un post. Et vendredi, on va faire un post. Mais ce que tu viens de dire, ça déconstruit tout ça. Donc finalement, la ligne éditoriale, c'est tout le temps. On est tout le temps dedans. On est tout le temps dans. Le truc de la ligne éditoriale, c'est de dire comment est-ce qu'on va communiquer, quel est le style on va avoir, le formel et tout. On définit ça. C'est ça. Maintenant, après, il doit te faire ton calendrier de publication. Mais le calendrier, il doit être rempli. Il doit être rempli. 5 publications par jour, pour moi, c'est la norme. C'est-à-dire 1 à 7h, 1 à 13h, 1 à 17h. 15h, 18h. Mais tu es là. Tu es là. Quand je suis arrivé sur TikTok, j'ai dit, bon, j'ai regardé un peu comment les gens font. Quand j'ai vu ceux qui ont le plus d'abonnés, qui ont le plus de visibilité, je regarde, ils font 4-5 vidéos tous les jours. Quand tu comprends que tu dois faire 4-5 vidéos tous les jours, là, tu comprends que tu ne peux pas tout le temps faire des vidéos formelles dans le studio. C'est ça. Dans la voiture, sur le terrain, vite fait, au sport. Parce que le contenu ne dure pas. Il va être consommé, après il va disparaître. Tu ne peux pas prendre 2, 3 jours, 5 jours pour faire un contenu qui va être consommé pendant 2 heures. C'est pas rentable. C'est pas rentable. Donc finalement, tu dois être présent. Et tu dois être présent partout. Mais là, ça voudrait dire que aujourd'hui, par exemple, c'est difficile de trouver un community manager, même un cadreur, même un monteur qui accepte d'être en interne. Ils veulent tous être freelance. Il y a plus d'argent comme ça. Il y a plus d'argent comme ça. Mais au final, le client, moi, si je prends un CM, je le préfère en interne qu'en freelance. Et c'est difficile de trouver quelqu'un qui va accepter d'être... Il faut leur donner l'argent qu'ils veulent. Mais même si tu leur donnes l'argent qu'ils veulent, donc on va dire 350 000, 400 000, rien ne va l'empêcher d'être dans ta clim. C'est ça c'est ça le cauchemar d'un entrepreneur. Moi, par exemple, j'accepterais très mal qu'un cadreur qui accepte d'être en présentiel, je me retrouve un moment en passant sur une vidéo que je ne reconnais pas. C'est-à-dire que je le vois sur son ordinateur, un podcast qu'on n'a pas tourné ici, dans ma clim, sur mon ordinateur, avec ma RAM. Oui, mais je veux dire, regarde, c'est... À moins que ça fasse partie du deal. Parce qu'en tant que businessman, moi, je peux proposer à quelqu'un, OK, tu fais tout ça dans ma clim, mais... en contrepartie, tu vois ce que je veux dire? Voici mon approche. Mon approche, c'est que tu embauches quelqu'un.
tu lui demandes de faire un boulot, tu vois. S'il te fait le boulot et qu'il te fait peut-être même plus, peu importe ce qu'il fait après, tu t'en fous. Je suis d'accord, mais pourquoi il le fait dans mon bureau? Il peut le faire chez lui à la maison. Oui, sur un Mac qu'il a acheté. Tu peux l'interdire de faire ça. Oui, c'est ce que je dis, parce que... Tu vois, mais à la fin, là, qu'est-ce que tu veux? Tu veux qu'il te produise tes résultats, ou bien tu veux qu'il soit uniquement en train de faire ta chose? En tant qu'entrepreneur, il y a ce qu'on appelle la productivité. Ok? Tu donnes un certain montant à un individu, tu veux qu'il en fasse le maximum. Ça, c'est... Je suis d'accord. Voilà, c'est peut-être égoïste, mais c'est comme ça. Donc, je me dis, ok, si il doit faire, par exemple, 2 vidéos par semaine, et qu'il finit ces 2 vidéos par semaine, et qu'il a le temps de monter 2 autres vidéos, c'est qu'il peut faire les 4 Donc, de ma société. Tu dis qu'il fasse 4. Voilà. Ça veut dire qu'il n'est pas surchargé. Tu dois augmenter son travail. Voilà. Tu augmentes. Si tu lui dis de faire 10 publications par jour, et qu'il fait, et puis il a le temps de faire autre chose, ça veut dire qu'on peut augmenter encore son travail. Mais si je lui permets de faire des publications de d'autres sociétés. Non, tu ne lui permets pas. D'accord. Tu augmentes juste son travail. Ah, d'accord. Toi, Ok. Tu ne luttes pas contre J'ai cru comprendre que tant que ce que tu lui dis de faire, il fait, ce qu'il fait à côté n'est pas ton problème. Ce qu'il fait à côté, en vrai, il dit ça m'intéresse pas. Tant qu'il fait ce que moi je veux. Si je lui dis de faire 2 et que je pensais que 2 ça allait le surcharger, mais je me rends compte qu'en fait il a le temps de faire autre chose. Ça veut dire que 2 là, c'est trop insuffisant, il est bon. Je pense donc on passe à 4. C'est ça. Si moi, mon travail là, c'est de lui donner du travail, pas de lui interdire de faire, de ne pas faire ça. C'est celui qui décide. C'est ça. Mais si moi, il demande de faire 4, et puis que tu me dis que tu ne peux pas faire 4, alors qu'en vrai, tu devras faire autre chose, voilà. Là, il y a un problème. C'est ça que je parlais. Tu vois. Donc, augmente juste son travail. Augmente son travail. C'est comme si tu as une fille de maison, une aide à la maison. Quand elle a fini peut-être de faire le ménage, de faire peut-être la cuisine, elle est juste assise, elle est là, elle fait rien. Elle est dans ta maison. C'est ça. Tu vois. Tu ne vas pas te plaindre que peut-être elle regarde la télé. Si tu te plains, faut juste lui donner du travail. C'est ça, effectivement. Donc, si tu ne peux te plaindre que s'il y a du travail et puis elle ne le fait pas. Mais si elle a fait le travail et que tu trouves qu'elle a trop de temps libre, attends de lui donner plus de travail. Si tu trouves que tu payes trop cher pour ce qu'elle fait. Ce qu'elle fait. Alors, j'ai vu dans ton parcours que tu es conférencier international. Dans quel pays tu as eu l'opportunité d'aller dispenser tes connaissances de marketeur? Alors, comme ma vision, c'est être le meilleur marketeur d'Afrique, à un moment donné, il a fallu que je commence à conquérir l'Afrique. Effectivement. Donc, à commencer par la sous-région, ce qui est à côté de nous ici. Donc, j'ai fait Ouaga, j'ai fait Cotonou, j'ai fait Lomé, j'ai fait Dakar. Ce sont les 4 que j'ai fait à côté. Ok. J'ai pas encore fait Bamako et puis Guinée, là-bas. D'accord. Donc sinon, Lomé, Dakar, Cotonou, Ouaga. Et comment ça s'est organisé? Ce sont des gens qui t'ont demandé de venir? Ou est-ce que, voilà, tu t'es donné les moyens d'y aller pour... Non, ce ne sont pas les gens, c'est moi qui me suis levé pour partir. Donc j'explique un peu la stratégie. On a beaucoup de marketeurs ici, en Côte d'Ivoire, il y en a beaucoup. Ah bon? Ouais, quand même. Il y a nos grands frères, nos devanciers. D'accord. Vincent Cadio et sa promo et tout. D'accord. Il y a nous. Donne-moi quelques noms parce que moi, il y a Régis Hamon. Ah oui, j'ai vu le voilà. nom. J'ai même pensé qu'il était lié à Yann Hamon, c'est juste pour dire que je l'ai vu. D'accord. Régis Hamon, c'est un peu le niveau. Il y en a, tu sais, c'est les grands. Okay. Et puis il y a nous, moi, Yannick Boka. Voilà, c'est les deux que moi je vois. On est là et on se bat. Tu vois. Okay. Et puis maintenant, il y a les petits frères qui viennent. Je dis petits frères, souvent on a le même âge, mais bon. Dans le domaine, vous êtes là devancier, quoi. Ça fait que sur les réseaux, je prends par exemple le cas des réseaux sociaux, on commence tout le monde est là. Donc, on se bat pour avoir de la place. Et en termes de marketing, on dit que l'océan devient rouge. Parce qu'on est en train de se mordre dans ce point. Ce qui vous intéresse, c'est l'océan bleu. Voilà. Donc, il faut commencer à chercher un océan bleu. Je me suis dit, bon, là, quand j'observe tous mes confrères marketeurs, là, il n'y a personne qui est sorti du pays. Quand je regarde comment Vincent a évolué, qui est mon mentor, qui est un peu mon modèle, je vois où est-ce qu'il est arrivé, je vois ce qu'il a fait, mais il n'est pas sorti du pays. Sachant que tu es censé le dépasser. C'est ça. Donc j'ai dit, bon, je vais être celui qui sort du pays. Donc j'ai regardé dans ceux qui consomment mes produits, formations, livres et tout ça. J'ai vu que dans les pays de la sous-région, il y a la capitale qui revient le plus, c'est Cotonou. Donc ça, c'est en analysant les résultats. J'analyse. Je dis, je ne sais pas pourquoi, mais les amis du Bénin, là, ils ont une affinité particulière avec moi. Donc c'est le premier pays où je vais partir.
C'est comme ça que j'analyse. Mais je dis, mais comment est-ce que je fais? On ne me connaît pas, je suis jamais allé là-bas, je connais presque personne, à part quelques clients qui discutent avec moi, mais je connais personne. Je dis, bon, on va considérer que je m'en vais annexer un territoire. Voilà, c'est ça. Tu vas en conquérant. C'est ça. Donc, j'ai dit, je vais organiser une formation gratuite. Je vais payer mon billet d'avion pour partir. Je vais payer mon séjour. Je vais payer la salle. Et les gens vont venir et puis je vais les former. Sans aucune garantie. Sans aucune garantie. Je paye tout. Et je commence. J'ai fixé la date et puis j'ai commencé la communication. J'ai mis juste la date, j'ai mis le thème, j'ai mis le lieu, j'ai mis Cotonou, c'est tout. Qui fait les infographies? Il y a moi, j'ai un graphiste et tout. Donc tu t'y connais en... Ouais, avant, il fallait tout faire. C'est ça. Donc je lance la chose. Je n'ai pas la salle, mais je dis que je vais être à Cotonou. Maintenant, je commence à chercher quelqu'un qui peut trouver une salle et puis je vais commencer à... Donc je trouve un gars qui m'aide, qui fait un peu comme le relais terrain. Et je commence à communiquer. Je prends une salle qui peut prendre 500 personnes. Pour une première fois? Je suis ambitieux. On dit que tu t'en vas à... Il n'y avait pas des salles de 20 personnes. Non, je ne peux pas me dépasser juste pour 20 personnes. Tu vois. Donc je dis, je veux 300, entre 300 et 500, c'est ça que je veux. Donc je prends l'argent, c'est l'argent du business. Donc le business a vendu à Abidjan, qui a fait des formations, on a bien géré. Donc on a une partie qu'on peut prendre pour conquérir de nouveaux territoires. C'est ça aussi, c'est ça la mentalité que certains n'ont pas dans leur business. Quand tu gères bien, ça doit te permettre de pouvoir agrandir ton champ d'action. Donc tu prends l'argent et puis tu dis qu'on se va investir à Cotonou. Donc je commence la communication. Après la formation est gratuite, donc je n'ai pas trop peur. Je n'ai qu'à juste bien envoyer un bon message, une bonne pub et tout, et puis ça va marcher. Donc je fais ça. Et je m'en vais, succès. Les gens sont venus, j'ai fait la formation, j'avais un plan pour pouvoir récupérer de l'argent, donc je structure la formation de sorte à la fin vendre les livres, donc les gens achètent les livres, donc je récupère les fonds que j'ai investis dedans en essayant de faire une marge un peu plus et tout ça. Et quand je finis, je reviens au pays, je dis que je vais à Ouaga. Le mois qui suit. Même scénario. C'est là tu prends goût, là, donc Oui. Donc je vais faire Ouaga, ça marche, tu t'en es. Je suis fier de moi, j'ai commencé à conquérir, j'ai mis une dimension internationale dans mon truc, je peux me présenter comme un formateur international, bon, plus de crédibilité, effectivement, puisque tu es sorti. Tu vois. Donc j'ai fait ça. La première année, j'ai fait Cotonou et Ouaga. Et je me suis arrêté. Parce qu'après, c'est épuisant. C'est épuisant émotionnellement, c'est épuisant en termes d'énergie. Et là, à ce stade, tu as combien d'enfants? J'avais déjà 4, j'ai les 4 filles. Ouais, j'avais déjà 4. Ouais. Donc sans compter le côté où, voilà, tu vois pas les enfants. C'est ça, je m'en vais, quand je vais peut-être presque une semaine avant, je fais la formation, je reste une semaine parce qu'il y a des gens qu'il faut rencontrer pour voir s'il y a d'autres opportunités, des trucs et tout ça, tu vois. Donc tu fais et puis quand tu reviens, tu es épuisé parce que ça t'a stressé. Est-ce qu'ils vont venir, aller rencontrer les gens, être présent, faire des photos, faire des trucs, ça t'a épuisé. J'enchaîne Cotonou, j'enchaîne Ouaga et je me repose. Et puis je dis l'année prochaine, je vais faire 6 pays. Donc j'ai dit je dois faire Ouaga, je dois refaire Cotonou, Ouaga, Lomé, Dakar. Je vais faire Bamako et puis je vais aller toucher l'Afrique du Centre, Cameroun ou Gabon. C'est comme ça que je voulais évoluer dans l'Afrique. Donc l'année dernière, je fais Cotonou. Excellent. C'est mon pays de rêve. Il m'aime beaucoup. Je fais Ouaga. Parfait. Ça, c'était aussi pour confirmer. Tu vois. Donc là, tu reviens en force. C'est ça. Cotonou. Avec la même formation ou avec... Je change de thème. Je change la structure et tout parce que j'ai appris 2-3 trucs. Mais c'est la même formation que je fais dans tous les pays. Cotonou, parfait. Ouaga, parfait. Donc je dis bon, ça va, j'ai la confiance. Il faut que j'aille dans un pays où je suis pas encore passé. Là maintenant c'est les nouveaux pays là. Faut te mettre il faut que j'aille à Dakar. Chez les Sénégalais. Je dis je vais à Dakar. Je lance même procédure, date, tout ça. Mais je commence la com. Ça se comporte pas bien. C'est différent. Pourquoi? Je comprends pas. Je sais que j'ai fait la pub, j'ai paramétré les trucs. Je cherche des gens là-bas parce que j'ai 2-3 amis qui sont là-bas. Donc cette fois-ci, ils essaient de me trouver la salle, c'est eux mes points relais. Et je commence la pub, je commence la com. Mais les gens ne rentrent pas comme les autres pays là. Mais il me dit non, ça allait. Mais j'ai la confiance. Et que dit le mentor?
Non, il me dit, va, continue de pousser. On analyse un peu, non, mais va, continue de pousser. Parce qu'il est là. Il est à côté. Je vais lui partager mes résultats, tu vois. Jusqu'à j'arrive à Dakar. Habituellement, quand j'arrive dans les pays, là, et que je dis que je suis là, les gens disent, ah, M. Soboro, est-ce qu'on peut se rencontrer? Les portes s'ouvrent. Et je rencontre, je fais des photos, les gens invitent leur communauté. Donc, ça marche, c'est le plan. Tu essaies de toucher des gens qui ont de l'influence sur le territoire pour pouvoir profiter de leurs audiences. J'arrive à Dakar. Il n'y a personne. Je vois personne. Déjà, je ne les connais même pas. Tu vois, il n'y a pas de nom. Je demande aux gens, mais qui fait du business, qui est formateur. On ne me donne pas les noms. Mais quand on me donne un nom, quand je les contacte, on dit, OK, on vous revient, on va vous voir. En tout. Mais je suis assis à ma résidence. Là, je ne vois personne. Je regarde les inscrits là. Donc ça, en fait, faut pas rire, ouais, faut pas rire. Jamais je me lève tôt. 5 heures, je suis assis au balcon puis je regarde la ville. Je dis, en fait, quelle est cette ville? Je demande aux gens, recommandez-moi les trucs et tout ça. On me relance. Je regarde, on a un taux. Par exemple, on sait qu'on convertit à 25%. C'est ça. Si par exemple, je veux avoir 300 personnes dans la salle, je sais qu'il me faut avoir 1200 personnes qui ont renseigné le formulaire. Je sais qu'il y en a qui ne vont pas venir. Je vais finir à 300. C'est comme ça qu'on fait. C'est ça. Mais la salle là, c'est censé prendre 300 personnes. Il n'y a même pas 100 personnes dans le formulaire. En fait, tu sais, quand tu regardes les chiffres, si tu restes pragmatique, tu sais que c'est un poteau. C'est-à-dire que techniquement, il y a 25 personnes qui soient dans une salle de 300. Tu sais. Mais tu sais de partir par la foi. Il n'y a que ça qui reste. Il reste que ça. Tu vois. Et je me rappelle que la veille même du jour de formation, j'ai fait un live. Tu vois. Avant, ils disaient, mais comment des gens peuvent faire? Ils ont réussi d'un coup dur, ils font des lives et puis ils pleurent et tout là. Mais non. En fait, tu te demandes, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Je fais le live, je dis, que vraiment, aller faire dans le business, c'est prendre des risques. Annexer un territoire, c'est un risque que tu prends et tout ça. J'explique un peu comment je fonctionne, mais vraiment en mode, si vous avez des contacts là, vraiment, aidez-moi. Parce que c'est à ce stade, tu es désespéré. C'est gâté. Quand je finis le live, j'ai commencé à avoir les idées comme quoi, si je dis que je suis malade et que je ne peux pas aller à la formation, c'est bon, ça me permet d'annuler et puis de me dédouaner. Mais quand j'écris à Vincent me rappelle qu'on a un principe, on n'annule jamais. C'est ça. On ne reporte pas. Donc on va faire. Même s'il y a 4 personnes. Et puis on va tirer les leçons. Dakar, là, c'est la première formation de ma vie. Même depuis j'ai commencé mes formations ici, je galère, c'est la première fois où c'est moi j'ai ouvert la salle de la formation. Et puis je suis assis. Et puis j'attends les gens. C'est la première fois. C'est dit que la formation commence à 9h, il est 9h30, je suis assis seul, je fais photo de mes livres, je fais les posts, je dis je suis là, venez et tout. Moi, il a dit moi le grand Lille. J'avais jamais vu ça. Après vers 10h, les gens ont commencé à venir. Il y avait mes amis que je connaissais de l'INP qui étaient là-bas, qui sont venus, d'autres personnes, peut-être on a tourné tout d'une trentaine de personnes comme ça. J'ai fait la formation. J'ai fini, j'ai fait les photos et tout ça, j'étais content. Ceux qui étaient là, donc, ils ont apprécié. Ils essayaient de vendre un peu, il y a eu un peu d'argent, mais grosse pète, vraiment grosse pète. Quand j'ai fini, là, je me suis assis. Et puis j'ai commencé à relire tout ce qui s'est passé. Et j'ai commencé à dire, déjà, je me suis promis, je vais revenir. C'est ça. Parce que je ne peux pas laisser ça. Sur un poteau. Tu vois, je vais revenir. Mais j'ai commencé à relire et à analyser. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce que tu as finalement mis la main sur ce qui n'avait pas? Est-ce que les Sénégalais n'aimaient pas ta tête? J'ai compris. En fait, c'est chaque pays a sa particularité. Chaque peuple a sa particularité. Je sais pas c'est quoi le bon mot par rapport aux Sénégalais, aux Dakarois. Mais ils vont privilégier des gens qui sont chez eux. Donc, un Sénégalais qui fait une formation, on va lui faire confiance. Quelqu'un qui vient de l'extérieur, qui vient donner une formation, c'est pas qu'on doute de lui, on ne prête pas attention à ça. Donc pour pouvoir rentrer chez eux, il faut qu'il y ait quelqu'un de chez eux qui attrape ta main. Pour dire que j'ai quelqu'un qui vient donner une formation, c'est un bon gars, venez. Et là, ils vont t'écouter. Mais il n'y avait personne pour ça. Il n'y avait même pas les autres marketeurs sénégalais pour te recommander. C'est eux
que je cherchais. Il y a un frère qui est là, venez. C'est eux que je cherchais. Et quand on a commencé à me donner quelques contacts que j'ai appelés, mais ils sont occupés. On te revient. C'est comme ça. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, j'avais basé ma stratégie sur quoi? Sur la publicité. Mais est-ce que tu vois régulièrement les publications de Sénégalais? Non. Tu vois Camerounais, Maliens, on partage ça ensemble ici, on se voit. Mais est-ce que tu vois les Sénégalais? Non. Parce que ils sont comme dans une bulle. Ils parlent Wolof dans leur publication. Donc quand toi tu communiques là, ça ne sort pas chez eux là-bas. Donc tu fais tes trucs, mais en fait ils te voient pas, ils te lisent pas, ils n'entendent pas parler de toi. C'est compliqué, tu vois. Donc j'ai compris qu'en fait c'était ça mon péché. Mais j'aurais vu ça avant si j'avais pas mon excès de confiance de Cotonou et puis Ouaga. C'est ça. Tu te dis c'est toi quand même. C'est moi. Et puis tu as tué à Cotonou, tu as tué à Ouaga. Les Sénégalais et comme je suis parti pareils. avec l'excès de confiance, j'ai été aveuglé. Et au moins j'ai mon rôle contre la c'était déjà trop tard. Quand j'ai fini la formation, il y avait un participant, son business c'est de faire des gadgets personnalisés et tout, pour les téléphones et tout ça. Et il m'a approché pour me dire qu'il veut m'offrir un cadeau, une coque de téléphone pour en souvenir. Donc qu'est-ce que je veux mettre derrière? Il lui a dit, il faut prendre la photo de famille là, où on est une trentaine là. Il faut prendre, tu mets ça derrière. Comme ça, chaque fois qu'il y a me rappeler, regarder ça là, je vais voir un de mes plus gros échecs de ma vie. Mais il doit retourner à Dakar. Ça n'a pas encore été fait? Ça a été fait? Pas encore. Mais il est parti. Et là, on est en quelle année quand tu t'as posé? C'est l'année dernière. Ah, l'année dernière. C'est ça l'année dernière. Donc c'est frais, quoi. Tu as C'est encore frais, le temps de c'est planifier. frais. Mais quand j'ai fini Sénégal, j'ai dit je vais aller à Lomé. Faut pas, parce que quand j'ai fini, si tu veux, à ce moment-là, il y a la peur maintenant qui commence à te. C'est ça. Tu es moins confiant. Tu es moins confiant. Est-ce que même s'ils m'en fait encore, déjà j'ai perdu de l'argent, il fallait réinvestir encore pour faire ça. Est-ce qu'il vient m'en sortir? Et là, c'est dans la même période? Parce que ça s'enchaîne, c'est 2 semaines généralement. D'accord. C'est comme ça que j'enchaîne. Je me dis, je suis en tournée, je fais Cotonou. Dès que j'ai fini de faire, j'ai déjà lancé le prochain pays et je dois enchaîner comme ça. Quand je suis revenu de Dakar, là, j'ai commencé à douter, est-ce que je fais pas. Mais ça a dit, on va faire. Il dit, ouais, on va aller. Je peux pas rester sur la peur, parce que si j'ai fait ça, ça va me casser et ça va me freiner dans mon envoi. J'ai fait Lomé, ça s'est bien passé. Il y a eu quelques autres challenges. J'ai découvert encore une autre personnalité de ce peuple-là, mais ça s'est bien passé. Et après ça, il a dit, bon, ok, attends, fais une pause. L'année prochaine, on va reprendre. C'est ça. Mais Dakar, ça m'a traumatisé. Dieu merci, tu n'as pas que tapé des poteaux dans la vie, parce que tu affrontes quand même le palais de la culture. C'est quand même 4000 places assises. Justement, tu vois, par exemple, le palais, ça servait bien avant que je commence à faire mes tournées. D'accord. Mais l'expérience du palais m'a donné la confiance de ces événements. Tu vois, le palais de la culture, si tu veux, je l'ai vécu à travers Vincent. J'ai appris la gestion du stress, de la peur à travers Vincent. Parce que Vincent, c'est un fou. Un fou, ambition démesurée. Il revient du Cameroun et il recommence à donner ses formations sur la recherche d'emploi. Il fait une première formation 100 personnes, il fait une deuxième formation 100 personnes. Et quand il regarde, quand il donne la formation, il se rend compte que vraiment les gens ne savaient pas. Ils ont souffert pour avoir un boulot parce qu'ils ne savaient pas. Tu vois. Mais il se dit, mais si je dois former peut-être chaque samedi 100, quand est-ce que je vais former des milliers de personnes pour les aider à trouver un emploi? Tant qu'il va continuer à faire des formations 100 personnes, ça ne va jamais devenir grand. Alors qu'il y a plus de personnes qui ont besoin de recevoir la formation. Donc il dit, première formation, 1000 personnes à Bellecote. Wow. Tu vois. Donc il lance la formation, c'est bien accueilli, la salle se remplit rapidement. Il dit, ok, c'est bien, mais 1000 là, de temps ça va arriver à 10 000. c'est pas maintenant. Donc il faut qu'on aille au palais. Il dit, le vieux. Le palais de la culture. C'est 4000, hein. Il y a des artistes. Même les artistes. Qui tapent photo là-bas. Il dit, non, on est des marketeurs ou pas? Il dit, on va au palais. Il fixe la date. Il prend son argent. Ça va, il paye le palais. Et puis maintenant, on commence à acheter les clients. Parce que le palais, eux, ils s'en fichent que tu viens faire ça pour les jeunes. Hein. Quand il arrive, on demande, tu es qui? En fait, qui est derrière toi? Il dit, non, c'est moi, Vincent. Après, tu pourras l'inviter, il va mieux t'expliquer. Il dit, c'est moi. Il dit, bon, tu penses que tu as? Il dit, oui, en fait, il n'y a pas de problème. Prends ces millions, paye de sa poche. On n'a pas encore vendu ce ticket. Il est payé. Puis maintenant, on va commencer à voir.
Mais on vend, on essaie les techniques, on essaie des choses. 2 semaines avant l'événement. Ah, ça, c'était pas gratuit, hein? Non, c'était pas gratuit. 2 semaines avant l'événement, on a vendu 400 tickets. À combien? 10 000, 5 000, 20 000, il y a différents prix. 400 tickets. 400 tickets pour la salle fait 4 000 places. À 2 semaines de l'événement. Même moi, c'est pas encore mon argent, là, je commence à trembler. Il dit non, mais pourquoi tant que c'est pas fini, tant qu'on n'est pas le samedi de la formation à 18h, c'est pas encore fini. Qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir écouler les tickets? Donc on réfléchit. Et puis j'ai réussi à avoir une idée qui a changé la donne. L'idée c'était quoi? C'était que tu as peut-être des petits frères, des petits cousins qui de temps en temps essaient de te raqueter des 1000 francs, des 2000, tu leur donnes ça. Puis mais tu sais que ça là, ça peut rien changer à leur vie. Mais en payant une formation qui va leur permettre de trouver du boulot, tu les auras aidés sur le long terme. Donc, au lieu de leur donner 2000, achète un ticket pour la formation. Donc, on a fait une offre de 10 tickets à 20 000 en offre grand public. Je vois. Tu vois. Et puis, on est parti avec ce message. Quand on a lancé Explosion, des communautés appellent. Ah, envoie-moi 100 tickets pour ma communauté religieuse. Envoie-moi 50 tickets pour mettre. Il y avait même des gens qui achetaient des tickets et puis ils disent offrez ça à des gens. On avait trouvé l'offre qui marchait. C'est ça, l'offre irrésistible. Le prix était marchait. raisonnable. Explosion. Avec un 30 000, tu offres, tu aides plusieurs jeunes. C'est ça. On était parti sur ça. Donc c'est bien accueilli, ça marche. On remplit le palais, on fait les photos, on réussit l'événement. Ça, c'est le premier, parce que vous l'avez fait à 2 reprises. Mais comme mon vieux là, c'est un fou. Il dit non, il faut qu'on aille faire 2e fois le palais. Confirmation. Voilà. Parce que première fois là, c'est l'amour, c'est les gens qui te soutiennent, tu es en train de te lancer dans un grand défi, tout le monde veut t'aider. Maintenant là, on dit, faut faire. Donc on lance cette fois-ci le palais. Ça veut dire, quand un proche achète ton produit une 2e fois, c'est qu'il a aimé. Voilà. Première fois, là maintenant, on lance la 2e fois. On est à la veille de l'événement. Et on est assis autour d'une table. On a vendu ça tout cassé 300-400 tickets. Les tickets là sont dans notre main. Moi, il dit, il y a le vieux, c'est déjà gâté. On va faire comment? Il dit, non, tant que c'est pas fini, on peut réussir. Qu'est-ce qu'on peut faire la nuit? Il dit, mais le vieux, à 22h, on va vendre tickets comment? Il dit, non, il faut voir avec peut-être les étudiants. Bref, on continue de brainstormer. Jusqu'à minuit par là, il dit, le vieux, allons dormir. Demain, c'est un autre jour. On va trouver la solution. Parce que demain, vous avez la formation. La formation. Donc, on s'en va dormir. Moi, je m'en vais. Quand on a une équipe, hein, tous les amis et tout, hein, qui on a organisé. Mais je suis, si tu veux, le bras droit. Donc, j'arrive sur le lieu. C'est moi qui dois dire à Vincent à quel moment il doit venir. Donc, on arrive, les gens commencent à arriver et tout ça. La salle est vide. 300 personnes. 300 dans 4 000. Ça flotte dans 4 000. C'est ceux qui sont devant, là, c'est tout. Ça, c'est s'ils ont pris des tickets VIP, sinon ils sont un peu dispersés. Je dis, mais qu'est-ce que le vieux, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, bon, le vieux vient. Donc il arrive, on dit la formation, c'est censé durer toute la journée. Voici ce qu'on va faire. On va sacrifier le matin. Tu vas donner la formation, mais en orientant pour dire aux gens qui sont sur place là, dites à vos amis de venir, parce qu'il y a quelque chose qui va se passer l'après-midi là qui est extraordinaire. Donc il donne la formation, il donne le contenu utile mais insuffisant. Et le truc c'est ça le message. Il faut dire à ton ami, tu as un ami qui est comme toi dans la même situation, dis-lui de venir, prends ton message, ton téléphone, on appelle. Donc les gens sont là devant vous, ils appellent. Les gens sont là, on est en train de faire des trucs comme ça, tu vois. On donne un peu de contenu, mais on les stimule jusqu'à midi. On a fait ça. Quand à midi, ils sont là à la pause, quand ils reviennent l'après-midi, le palais est rempli. Le palais est rempli. Mais il s'est rempli, mais ils payent. Les gens ont payé. Gratuitement. Les gens ont payé. Ils sont venus, ils ont payé. Le palais est rempli. Et c'est là maintenant, on fait les photos pour mettre un peu sur Facebook. C'est ça. Pour venir dire aux gens. Ça dit qu'ils ont tué. Oui. Mais le matin, c'était chaud. Et ça, c'est fort. Tu vois. Mais qu'est-ce qu'on retire de ça? Comme il dit là, tant que c'est pas fini, tu peux faire quelque chose. C'est si tu t'es découragé avant hein, que pour t'être fini comme ça. Et j'ai vu ça. Moi, je suis à côté, peut-être que par transitivité, je vais avoir peut-être la honte là, mais c'est Vincent qui a la honte, c'est lui son nom qui est là. Et il n'a même pas que la honte, il a son argent aussi qui est en jeu. Tu vois. Mais lui, il se décourage pas. Moi, qui suis-je pour me décourager? Qui suis-je? C'est même pas ton argent. Donc quand tu finis de vivre une expérience comme ça là, c'est vrai, il y a Dakar qui m'a stressé, mais tu trembles pas.
jusqu'au bout, jusqu'à la dernière minute, tu peux faire quelque chose. C'est quand ils ont sifflé à la fin, là, que tu peux savoir que ce n'est pas bon. Après, la preuve, on a bien vu ça avec les éléphants. Tant que c'est pas fini, hein, tu peux faire quelque chose encore. Même si on t'annonce éliminé, comme on dit. Mais jusqu'à la dernière minute. Et c'est pas dans les livres. J'ai expérimenté ça avec le pari. Donc, ça te met un mindset, mais de ouf. Ça te met un mindset de ouf. Et comme on dit, les compétences sont transférables. Donc, si j'ai vécu ça et qu'on a réussi le palais, je ne sais pas c'est quel événement de quelqu'un je ne peux pas organiser. Ouais, c'est formidable. Je pense que tu es bien parti pour être le meilleur marketeur d'Afrique, vu toute l'expérience que tu as pu emmagasiner. Tu es auteur de 13 livres. Est-ce que tu as les titres en tête? Non, franchement. Tu peux nous donner les titres des livres? Le premier livre que j'ai écrit, c'est le marketing, c'est simple. D'accord. Mon objectif était de simplifier le marketing. Donc, tu verras que le sous-titre, c'est l'essentiel du marketing à maîtriser pour attirer facilement des clients et vendre à outrance. L'objectif est de permettre aux entrepreneurs qui, on va dire comme moi, qui n'ont jamais pris de cours de marketing, qui n'ont jamais appris, mais qui ont lancé des business et donc qui ont besoin du marketing pour s'en sortir, qu'ils aient l'essentiel à mettre en pratique. Pas la théorie, pas les concepts, pas les grandes thèses dessus, mais juste les éléments clés qu'il faut faire pour avoir des résultats. Avec un pragmatisme parfait. Tu vois. C'était ça le premier livre. Deuxième livre, c'est le marketing, c'est simple, tome 2. Pourquoi je fais le tome 2? Parce que quand il y a des gens qui ont pris le livre, qui ont compris les principes, mais après qui ont dit qu'ils ont du mal à appliquer. Donc, l'idée c'était quoi? J'ai pris 20 business différents et j'ai appliqué tout ce qui a été mentionné dans le tome 1 pour écrire des stratégies pour chaque business. Donc, si par exemple tu as ton business qui se retrouve dedans, tu n'as qu'à juste appliquer ça. Ou alors, tu peux t'inspirer de comment est-ce qu'on a appliqué parce que tu as vu maintenant. Donc, j'aime dire que le tome 1, c'est le cours magistral et puis le tome 2, ce sont les travaux dirigés. Tu vois. Après ça, j'ai constaté, c'est là que j'ai commencé à faire un peu ma spécialisation sur le digital. J'ai vu que les gens utilisaient Facebook pour vendre, mais ils ne savaient pas comment faire. Donc, j'ai écrit vendre sur Facebook, c'est simple. Et après, vendre sur Facebook, c'est simple. J'ai constaté que les gens avaient du mal à écrire des posts de vente. Ils disaient qu'ils écrivaient, faisaient des publications de vente, mais ils ne savaient pas écrire pour vendre. Alors qu'il y a des méthodes, il y a des techniques, il y a des choses à utiliser, il y a des mots à utiliser. Donc, j'ai écrit un livre qui est écrit des posts qui attirent des clients. C'est simple. Bon, tous mes livres là, ça c'était pas c'est ça. Tu simplifies tout. Tu vois. Et après ça, j'ai écrit un livre sur bien gérer l'argent de son business parce que j'avais déjà moi-même j'avais compris des erreurs que j'avais commises dans la gestion de l'argent de mon business et j'avais remarqué ça dans d'autres business. Donc, j'ai écrit un petit livret, petit, d'une 30aine de pages, mais très efficace, sur bien gérer l'argent de son business. Et après ça, j'ai compris aussi qu'une des forces qui nous a permis d'évoluer dans notre business, moi, Vincent et tous nos amis et tout, c'est l'art de savoir faire des promos. Et les gens ne savent pas faire des promos. Ils pensent à tort que faire des promos, c'est forcément baisser ses prix, alors que ce n'est pas ça. Donc, j'ai écrit un livre sur comment est-ce qu'on fait des promos et puis on apporte du cash dans notre activité. Juste pour te couper rapidement, comment tu fais une promo sans faire de promo? Non, tu fais si c'est ce que tu viens de dire. Oui, fais une promo. Parce que tu as dit, les gens pensent que faire des promos, c'est baisser ses prix, alors que c'est pas baisser ses prix. C'est pas forcément baisser ses prix. Tu peux baisser tes prix. Tu peux ajouter du service, c'est ça? Tu peux, il y a, comment je vais dire ça? Tu peux augmenter ton prix, par exemple, et puis ajouter des bonus dessus. D'accord. Tu vois? Ça te donne, ça c'est une manière de faire. D'accord. Tu vois? Donc, il y a 30 idées de promos comme ça que j'explique, que je détaille. Ah, je comprends. Et comment est-ce que tu peux les organiser? Une promo, c'est une offre spéciale et ponctuelle. Voilà. D'accord. Tu vois? D'accord. C'est différent d'une réduction. Parce que dans la tête des gens, non, je n'aime pas faire des promos parce que il a réduit mes prix, donc il a réduit ma marge. Non. Alors que non. Tu peux même vendre plus cher, soit dit en passant. Tu vois. Donc, j'ai écrit et fait des promos. Après, j'ai écrit un livre sur comment est-ce que on fait pour faire au moins 1 million de chiffres d'affaires dans son business. Ça, je l'ai écrit parce que je me suis rappelé de tout l'accompagnement que Vincent a fait avec moi à mes débuts, après la sortie du premier livre. Les messages que je lui envoyais tous les matins, comment est-ce qu'on me suivait, comment est-ce que je réfléchissais pour trouver le truc. Et je constatais qu'il y avait beaucoup de personnes qui ne faisaient même pas au moins 1 million de chiffres d'affaires. Donc, j'ai écrit un livre pour montrer comment est-ce qu'on fait pour y arriver, comment est-ce qu'on s'organise, comment est-ce qu'on structure, qu'est-ce qu'on fait et tout ça. J'ai écrit un livre sur faire 1 million de chiffres d'affaires dans son business par mois. Après, j'ai écrit un livre pour expliquer comment on écrit un livre pour gagner de l'argent.
Donc, écrire des livres, c'est simple. Et puis, un autre petit livret, tout ça. Sur 2,4 millions, une idée de business que tu peux démarrer sans argent et puis comment tu gères pour que ça grandisse. Donc, c'est un peu ça, la collection des livres. Je l'ai dit, la collection, c'est simple. En tout cas, c'est super. Ah, ça devient une collection, c'est ça. Ouais, parce que comme il dit, tous les livres là, se terminent par ces 5 pages, donc je mets tout ça dedans. Tout tourne autour de la vente et du marketing, sauf celui sur écrire un livre. D'accord. C'est simple, mais bon, qui reste aussi une idée de business, quoi. Exactement. Où est-ce qu'on peut se procurer ces livres pour celui qui voudrait en acheter? J'ai démarré en auto-édition. Je suis resté dedans comme ça. Du coup, c'est moi-même qui distribue tous les livres. Donc, on n'a qu'à juste me contacter sur le même numéro. Et puis, on organise votre livraison. D'accord, super. Alors, tu vas regarder ta caméra et tu vas adresser un message à Vincent Cadio. Ok. Voilà, ça sera le premier pour l'impact qu'il a eu dans ta vie, dans ta carrière et qu'il continue d'avoir. Ok, d'accord. Alors, bon, mon vieux, je l'appelle affectueusement mon vieux. Mais merci. Je pense que j'ai déjà eu plein d'occasions où j'ai eu à te remercier pour l'impact que tu as eu dans ma vie. Tu es le grand frère que je n'ai pas eu. Tu m'as appris beaucoup. Je te dois presque tout ce que je sais professionnellement, humainement même aussi. Et puis, je te dis merci. Je sais pas comment Dieu va te bénir, mais tu seras béni abondamment. Merci. Et tu vas adresser un mot d'encouragement à la jeunesse ivoirienne qui verra ce podcast et qui va vouloir faire comme toi, sinon faire plus que toi. Ok, d'accord. Quand j'ai décidé de faire ma reconversion, je me suis dit que je devrais montrer à d'autres jeunes qui ne croient pas trop en leur futur, au pays et aux opportunités, que c'était possible d'une certaine manière de partir de presque rien dans un domaine et puis devenir quelqu'un dans ce domaine-là. Il faut juste quelques éléments. Déjà, il faut avoir une grande confiance en ses capacités. Il faut avoir confiance en soi. Peu importe ton niveau d'éducation, ton niveau de compétence, déjà, tu dois avoir confiance. Deuxième chose, il faut accepter la formation. Il faut accepter d'apprendre. Il faut accepter de côtoyer des gens qui savent plus que vous et de tirer le maximum. Quitte à ce que tu sois leur assistant, mais tu dois apprendre auprès des gens. Et puis, il faut avoir une grande ambition. Il faut chercher à être le meilleur dans son domaine. Si vous mettez ces trois en pratique là et que vous êtes totalement engagé à réussir dans votre activité, peu importe l'activité, que ce soit un business, que ce soit un boulot, que ce soit des conseils, de la formation, peu importe, que vous êtes engagé à réussir dedans, il n'y a rien qui pourra vous empêcher à la fin d'atteindre cet objectif-là. Ça va être dur sur la route, vous allez taper des poteaux, ça c'est sûr. Mais tant que vous ne vous êtes pas découragé et que vous continuez d'avancer, petite avancée, ça reste une avancée. Donc jusqu'au bout, vous continuez et vous allez voir que la vie va vous sourire. Merci Lil Soboro de t'être prêté à ce podcast. C'est un plaisir vraiment. En tout cas, j'espère que, moi j'ai beaucoup appris sur la personne, sur l'homme, sur également le mindset et aussi sur le marketing de toutes ses formes. Et j'espère que les personnes qui regarderont ce podcast pourront s'en inspirer. J'espère que j'aurai inspiré une ou deux personnes. Non, plus que ça. Voilà, donc vous venez d'assister à Valeur Ajoutée avec Lil Soboro, expert en stratégie marketing. Il a pu nous partager son expérience, son mindset, ses poteaux également, mais également ses succès. J'espère que, comme moi, vous serez inspirés, vous serez éduqués, impactés et transformés par ce podcast. Je rappelle que c'est un podcast qui est sponsorisé par la structure GG Entreprise, qui évolue dans le transport, l'immobilier, la formation et l'audiovisuel. Et je suis moi-même Nyepa Jolanani, le fondateur et le gérant. Je ne pourrais pas terminer ce podcast sans vous dire merci d'être de plus en plus nombreux à suivre nos podcasts, à les partager, à les liker, à donner le maximum de bonnes informations à l'algorithme des réseaux sociaux afin que notre message aille le plus loin possible. Je vous invite à prendre 2 secondes pour vous abonner à la page ou au réseau social sur lequel vous verrez ce podcast. Je vous dis à la prochaine.